Mesdames, Messieurs, bonjour. Et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, lorsqu'il est 11h30, nous nous arrêtons pour 2 heures de temps pour commenter, mais également pour analyser les faits saillants de l'actualité qui tend à s'achever. Et parlant justement de ces faits saillants de l'actualité de l'actualité de la semaine, 3 faits saillants nous intéresseront dans le cadre de ces échanges. Je vous amène d'abord du côté du Conseil national de la communication où des sanctions viennent de tomber à l'endroit de principalement 2 chaînes de télévision au Cameroun. Il s'agit de Vision 4 mais également d'Info TV. Selon le Conseil national de la communication, les journalistes de ces différentes chaînes n'ont pas simplement recadré certains panélistes au niveau de leur plateau. Comment comprendre ces dernières décisions du Conseil national de la communication? En d'autres termes, CNC, régulateur ou coupeur, c'est la problématique la première de ce matin. On enchaînera également avec ce que l'on appelle de plus en plus au Cameroun, les discours haineux, mais également des replis identitaires. Une interrogation à qui finalement la faute? Et si vous en avez convenance, en troisième partie, mais également la dernière partie de ce programme, nous marquerons un arrêt pour évoquer également une actualité forte de la semaine. Il s'agit de la désormais affaire Jean-Pierre Amourou-Belinga, le patron du groupe L'Anecdote contre certains personnels des impôts au Cameroun. Eh bien, pour l'heure, la justice a rendu son verdict. Ces personnels des impôts ont été condamnés pour la plupart à des emprisonnements avec sursis et ils devront payer 250 millions de francs CFA. En français facile, Jean-Pierre Amourou-Belinga vient de gagner le procès contre ces personnels du fisc. On essaiera de comprendre cette autre décision de justice. De toutes les façons, au canal 307, sachez que vous êtes sur Canal Plus International. Info TV, c'est votre chaîne de télévision. Libre expression, c'est le grand débat de la semaine. Nous allons accueillir ces invités qui nous accompagnent comme d'habitude tous les dimanches. Ils seront pour cela hommes politiques, ils seront analystes politiques, ils seront consultants, ils seront acteurs de la société civile pour vous dire rien que la vérité. Je commence par le docteur Désiré Mbesse. Bonjour docteur. Bonjour Parfait, bonjour à tous nos téléaudiens, bonjour également à tous les copanélistes ici présents. Je voudrais faire un salut particulier à monsieur le président directeur général de la chaîne ainsi qu'à la jeune et ravissante Lucie Bala qui nous est venue du côté du royaume helvétique et qui se retrouve en séjour ici et qui porte à cœur cette émission parce qu'elle nous écoute toujours et partout. Merci. François Désiré Mbesse est enseignant d'université. Il est politologue. J'aime bien dire qu'il excelle en relations internationales. Son expertise ne sera d'un précieux apport dans le cadre justement de ces échanges. Nous accueillons Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à ton panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce dimanche. Pierre Blériot-Niemek est le consultant permanent sur Info TV. À côté de Pierre Blériot-Niemek, nous accueillons un vieux de la vieille. Lui, c'est Sylvestre Nyek-Nyek. Bonjour, monsieur Sylvestre Nyek-Nyek. Parfait ici. Bonjour. Je venais ce matin ici en réalité pour partager avec nos téléspectateurs la sympathie que j'ai pour vous après que j'ai appris que vous avez été sanctionné. Je suis très agréablement surpris que vous présentiez l'émission et c'est avec plaisir que je suis disposé à partager la compréhension de l'information ou de l'actualité avec nos téléspectateurs. Merci une fois de plus. Il faut dire que vous êtes ancien maire de la commune de Makar, que vous êtes par ailleurs homme politique. Vous militez aux côtés de l'Union des populations du Cameroun. Vous me voyez présenter l'émission. Nous sommes des légalistes. Tant que nous ne sommes pas notifiés, tout à fait. Nous pouvons continuer à travailler. C'est la raison pour laquelle vous me voyez en direct à l'antenne. Est encore attendu sur ce plateau de libre expression
pression sur Info TV, le secrétaire général adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, du professeur Maurice Kamto. Il s'agit donc de Monsieur Noir. Monsieur Noir qui est en route pour le grand débat, le temps d'une transition. Cela ne nous arrive pas tous les dimanches en direct sur Info TV de ne pas avoir l'éditorial de la semaine de Jean Pruneau et Fangonan. Bon, cette semaine, nous ne rendons pas l'éditorial. Je vous suggère de prendre d'ailleurs ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Ce sujet qui nous amène du côté du Conseil national de la communication où justement l'organe en question a rendu certaines sanctions à l'endroit de certains médias. C'était vendredi en après-midi. Nous posons le problème en débat pour essayer de comprendre, d'analyser, de commenter, de décrypter ces dernières actualités venant du CNC. Je commence par le docteur François Désiré Mbesse. François Désiré Mbesse. Au total, 4 médias ont été touchés. Une radio, celle de Georges Gilbert Baoula, qui a été définitivement suspendue. Il y a également l'autre confrère Stanislas Tchoua qui écope également d'une suspension de 3 mois. Et je rappelle que les 2 principales suspensions, si je m'en tiens à l'opinion, concernent 2 chaînes de télévision au Cameroun. Info TV du promoteur Dieudonné Mvan, mais également Vision 4 du promoteur Jean-Pierre Amourou Belinga. Les 2 journalistes sont Bruno Bidjan et Parfait Ici et Toi qui vous parle à l'instant. Il est reproché à ces journalistes de n'avoir pas recadré certains invités sur le plateau. Je vous passe la parole pour que vous fassiez un commentaire général des dernières sanctions du CNC. Merci, Parfait. Je voudrais d'abord commencer par nous positionner dans le contexte. Depuis 2012, notamment le 23 janvier, où a été créé ce Conseil national de la communication. Nous sommes là dans un contexte où, après la libéralisation de l'audiovisuel, nous nous retrouvons dans la nécessité par le fonctionnement de ces structures de créer un organe régulateur. Et quand on parle de régulation, il y a des principes. Et c'est pas à vous qu'on viendrait justement faire un cours de déontologie parce que je crois que ce que vous avez fait à l'école est suffisant pour assumer vos fonctions. Alors, nous avons là une situation qui se pose, c'est les actes de parole direct. Vous faites un direct et quand vous êtes dans un direct, en sciences de la communication ou en sciences du langage, il y a des éléments maîtrisables et il y a également des éléments qui peuvent échapper. Vous, les téléspectateurs et les panélistes ne sont pas des journalistes. Ça, c'est le premier point. Mais vous avez votre rôle de modérateur et vous savez bien gérer cette situation. Il est donc possible qu'il y ait dans cette liberté de communication que vous nous accordez sur les plateaux, que nous ayons à nous exprimer et parfois à y mêler des émotions. Mais il faut également dire que la technique du direct en termes d'éléments de communication ne vous donne pas la possibilité, si vous voulez respecter certains canons qui sont également le principe d'élégance dans la présentation qui consiste à laisser quand même parler, à laisser extérioriser une pensée et en même temps interrompre celui qui est en train de parler, ce qui crée des biais au niveau de la pratique. Qu'à cela ne tienne, nous pensons que lorsque il y a eu dérapage, encore faudrait-il que nous puissions qualifier les faits comme étant dérapants, que nous puissions mettre sur pied une stratégie qui vous permette de régler cela. Peut-être aurait-on voulu vous voir remonter les bretelles à des panélistes, ce qui en même temps poserait un certain problème d'inconfort sur vos plateaux. Il est donc important pour nous de savoir que nous sommes dans un principe de co-responsabilité et que l'une des vocations des médias, c'est également l'éducation. Et l'éducation des masses, l'auto-éducation et l'auto-censure. Bon, maintenant, en droit, il y a le principe de la responsabilité personnelle. J'aurais encore voulu qu'on pousse
la sanction un peu plus loin pour voir à quel niveau se trouve votre responsabilité, si mal il y a. Et c'est peut-être à ce niveau que je vais trouver un petit biais à ce qui est dit au niveau du Conseil de la communication après avoir écouté les sentences. Et je voudrais également parler du caractère graduel des sanctions, qui est également un élément, parce que la régulation n'est pas seulement la sanction. Il y a également l'élément de droit sur la pédagogie de la sanction. Et je crois quand même que c'est assez dur quand on n'a pas des blâmes répétés, d'arriver quand même à une sanction, à moins que il y ait déjà eu des interpellations de la part du Conseil national de la communication, chose que je ne maîtrise pas et que je n'ai jamais entendue ici, qu'on arrive directement à une sanction comme la suspension. Je crois que la suspension est un élément qui aurait pu venir après des avertissements, après des blâmes, et donc par la suite, on peut donc arriver à une suspension, sachant qu'on peut alléguer le principe de l'erreur est humaine et la persévérance deviendra diabolique. Il est donc important de relever au niveau du Conseil national de la communication que nous ne sommes pas dans la logique du gendarme avec l'acte de violence, mais également une pédagogie qui nous permette de rendre perfectible non seulement l'univers de communication camerounais, mais également de rendre alléchant et attrayant ce métier qui est le journalisme pour tous ceux qui nous regardent et nous envient. Voilà. Bien. Merci François Désiré Mbesseux pour ce premier avis. Je vais également prendre justement l'avis de Sylvestre Nyek. Alors, Sylvestre Nyek, il faut relever que les deux chaînes de télévision, Info TV et Vision 4, sont frappées par le Conseil national de la communication à cause de ce que l'on appelle de plus en plus au Cameroun les discours de haine et des replis identitaires. Je réitère que le Conseil reproche à ces journalistes de n'avoir pas recadré un panéliste sur le plateau, raison pour laquelle le Conseil décide de les sanctionner pour un mois. Alors, ma question est celle de savoir si la solution au niveau des discours de haine au Cameroun et des replis identitaires passe par des sanctions à l'endroit des hommes des médias. Parfois ici, je ferai ce matin comme Georges Marchais. Georges Marchais avait fait quoi? L'ancien patron du Parti communiste français. Lorsque vous l'invitiez à une émission, il préparait son discours. Quelle que soit votre question, lui, il lisait son discours. De toutes les façons, je vous tiens à l'œil. Je veux vous assurer que je suis très embêté de parler de ce discours parce que j'ai déjà dit que le gouvernement se trompe. Les bonnes questions. Est-ce que les Camerounais se détestent? Oui. Est-ce qu'ils se méprisent? Oui. La dernière, comment en sont-ils arrivés là? Si on répond à cette question, on va faire ce que nous appelons dans une de mes vies l'aménagement forestier, mais que je transforme en aménagement humain. Lorsque vous avez dans le même enclos des carnivores, des herbivores, des hommes, des prostituées et tout ce monde, c'est-à-dire des gens qui doivent se nourrir des autres, comme vous ne pouvez pas prendre l'arme et tirer sur eux, vous faites quoi? Vous faites ce qu'on appelle l'aménagement. Donc pour moi, le sens, c'est parce que l'aménagement humain, c'est l'autorégulation. Mais il faut également dire que, et ça je veux citer quelqu'un comme Augustin Frédéric, pour qui j'ai beaucoup de respect comme homme d'État, qui me disait en 92, il y a exactement, je crois, 31 ans, que le Cameroun est mis en coupe réglée. Que le Cameroun est mis en coupe réglée. C'est-à-dire, on pensait en 92 que le président Biya était déjà non fini. Et du coup, chaque lobby préparait l'alternance depuis 92. Et chaque lobby faisait un effort pour avoir l'information stratégique. Et comment le lobby faisait pour y parvenir? On injectait dans chaque cabinet de ministre au moins un planton, afin qu'aucune information n'échappe à un quelconque lobby. Lorsqu'on ne pouvait pas avoir un poste de directeur ou de secrétaire général, on injectait au moins un planton qui transporte le courrier du cabinet vers les directions. Et c'est-à-dire l'information
devait être disponible à tout moment. J'ai dit c'était les lobbies. Les lobbies sont tribaux, ils sont financiers, ils sont. Nous sommes en 92. Malheureusement, de 92 à aujourd'hui, l'homme qu'on pensait être fini est là. Et du coup, les lobbies se sont mis à autre chose. Le CNC participe de ça. À quel niveau et comment? Je vous explique. Ça, vous savez, pour avoir le pouvoir, il faut 3 choses. Lesquelles? En interne, il vous faut maîtriser les médias. Oui. Il faut maîtriser le financement et la connaissance. Si vous regardez entre 90 aujourd'hui, le nombre d'universités privées qui ont été créées, vous allez me dire quelque chose. Faites leur géographie historique et vous allez voir. Le nombre de médias qui ont été créés, faites leur géographie historique, vous allez voir. Le nombre de microfinances, les banques. Vous allez donc comprendre comment le Cameroun est mis en coupe réglée. Et du coup, chaque institution, y compris le CNC, c'est un lobby. Mais vous n'avez pas les preuves de votre affirmation. Comment vous savez c'est une étude. Comment vous savez que le CNC sert en lobby? J'ai dit le CNC autre. C'est un lobby. Chaque fois, parfois ici, si demain on me nomme, je ne sais pas à quoi, je ne veux pas prononcer ça ici. Ceux qui viendront chez moi seront de 3 ordres. Il y aura ma famille, mes amis et les lobbies. Parce que moi aussi, j'appartiens même sans le vouloir, sans le savoir, à un lobby. Malheureusement, il y a des gens qui nous utilisent sans qu'on en soit véritablement informés. Et du coup, le CNC, j'ai dit, lorsqu'on veut auto-réguler la communication, il y a une échelle de sanction. C'est le minimum. La deuxième chose, je vous ai dit ici que si vous voulez aménager le marché Mokolo, parfois, écoutez-moi très bien. Je vous écoute. Il faudra vous armer de beaucoup de patience. Vous allez trouver que pour aménager le marché, il faudra enlever ceux qui sont au bord de la route. En les enlevant, vous risquez de vous attaquer à une seule communauté. Vous voulez dégager le marché Mokolo. Mais par simple coïncidence, vous vous attaquez à une communauté ou à un lobby. Changer de communauté de temps en temps par lobby, vous allez comprendre. Et il vous sera reproché de vous attaquer à un lobby alors que vous voulez simplement aménager le marché pour qu'il soit plus propre. C'est valable dans les médias. C'est pour ça que le CNC, qui a à sa tête des journalistes, de haut rang, il faut le reconnaître, devrait éviter qu'on fasse analyse des coïncidences. C'est-à-dire, moi je suis un manager formé pour manager, formé pour commander, pour diriger. Lorsque je prends une décision, je mesure le contour, je me dis, même si c'est la bonne décision, comment les autres vont la prendre? Est-ce que l'analyse des coïncidences ne veut pas dire que je poursuis certaines personnes? Et c'est pour ça que je reviens pour vous dire que la bonne question, ce n'est pas de prendre la matière de couper. Qu'est-ce que vous mettez en discours de haine, parfois ici? Si vous me choquez, est-ce que je suis en droit de vous répondre? Est-ce qu'en vous répondant, moi, je suis un homme qui tient un discours de haine par rapport à vous qui mettez la haine en œuvre? Il faut qu'on se mire vers. Le problème aujourd'hui, le Cameroun est encore mis en coupe réglée. Parce que les gens pensent que le Cameroun est un bonbon qui finit demain et chacun doit trouver sa part. Chacun doit avoir l'information stratégique d'où qu'elle vienne. Et nous sommes là. Si on n'adresse pas les vraies problématiques du Cameroun, qui sont de 3 ordres également, la communication, le foncier, malheureusement, hein, parce que les gens se détestent, pourquoi? Parce que vous pouvez que moi je suis de Macaque. C'est parce que vous avez beaucoup d'argent, vous achetez tout dans mon village. Lorsque je reviens, je fais quoi? Je vous regarde faire non. Il ne s'agirait pas de papier. Lorsque vous parlez, comme vous êtes en train de dire là, on risque de taxer votre discours, des discours de haine. C'est ça le problème, effectivement. On prend la plaie on fait le cosmétique, je suis désolé. J'ai dit, moi je suis clair, parfois ici. Il faut qu'on adresse la problématique du foncier au Cameroun. Nous sommes à un moment très dangereux de notre histoire. Si on continue à faire comme si lorsque moi je parle, on me tue, et c'est lui qui fait. Je rappelle qu'en management, faire, laisser faire, c'est faire. On ne va pas laisser faire et croire qu'on ne fait pas. Il faut s'arrêter à adresser les véritables problématiques de ce pays. Parce que sinon, si rien n'est fait, je rappelle que pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait un climat de paix. Et chaque fois qu'on prend un texte de loi, chaque fois qu'on prend une décision, il faut qu'elle ait un objectif de développement. C'est pour ça que je me demande encore, ceux qui ont créé le CNC, lui ont donné comme objectif à atteindre à un certain moment. Parce qu'il faut évaluer 12 ans après, c'est 11 ans, non? Il faut évaluer. Par rapport, on ne peut pas évaluer lorsqu'on n'a pas, des objectifs précis à atteindre, des indicateurs de performance et autres. Qu'est-ce qu'on a assigné comme mission au CNC?
Est-ce permettre qu'on crée plus de journaux, plus de télé, plus de radio? Je dis on a échoué. Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucune télé n'existe légalement. Aucune. C'est une épée démocratie. On peut vous faire à tout moment. On vous parlera de la tolérance administrative. En nous disant la même chose. La tolérance en fait ne fait pas le droit. Il faut qu'on arrive à avoir des télévisions qui sont libres. Le CNC devrait se battre effectivement pour avoir la liberté de fonctionner dans des médias. C'est son premier rôle. Parce que dans tous les cas, si on vous tolère, si vous n'existez pas, ça veut dire qu'à tout moment, vous fermez. Vous savez pourquoi. Maintenant, je reviens à la sanction pour dire. Et vous allez chuter par là. Le CNC est bien sûr dans son rôle, mais je pense que les médias sont tellement une affaire très sérieuse pour les laisser entre les mains, quelquefois experts, quelquefois non, des simples hommes de médias. Il faut des véritables managers à la tête du CNC. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le manager, lui, il a un objectif, la sanction a un objectif à atteindre. La sanction doit être analysée à la place de celui qui va la subir et des autres. Ce que vous ne faites pas, parce que vous n'êtes pas formé pour, malheureusement. C'est-à-dire, non, on lit les textes, comme les droits des impôts, on va y arriver tout à l'heure. On lit le code général des impôts, on frappe. Nous sommes dans la coercition, ce n'est pas ça l'objectif de l'autorégulation. Comment le CNC fait? Lorsqu'il sanctionne, je vais le dire, même si ça va choquer, même si, parce que moi, il faut qu'on me sanctionne, pas vous. Vous sanctionnez Info TV, Vision 4 et je crois 2 radios. Une radio et une presse écrite. Une presse écrite. Ce qu'on doit faire, nous, en management, c'est se poser les bonnes questions. Cette radio, c'est quoi? Cette télé, c'est qui? Comment on fait? Le contexte sociopolitique est lequel? Je n'ai pas de marché Mokolo, non? Le maire de Yaoundé 2 ne peut pas mener le marché Mokolo en ce moment. Même s'il a tous les moyens et toute la volonté. Parce que malheureusement, le climat social est tellement fragile qu'en l'attaquant, pour l'aménager, le rendre plus propre, il va se retrouver dans une histoire qu'il n'a pas prévue. Je voudrais donc conseiller au CNC, en leur reconnaissant le droit de vous sanctionner. 2 choses. La première chose, de respecter l'échelle des sanctions, mais également de devenir de véritables managers sur la communication, pas de simples machettes. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est un couperet et pas un organe de relais pour le moment. Merci beaucoup pour votre point de vue, Sylvestre Nyek. Je vais me retourner vers Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, notre question fondamentale ce matin pour ce qui est de la première partie de ce programme consiste à savoir si le CNC est un organe régulateur ou alors un simple couperet. Entre-temps également, ils sont de plus en plus nombreux des analystes pointus qui pensent qu'il y a une véritable impartialité au niveau de la prise des décisions. Une véritable partialité, je voulais dire, au niveau de la prise des décisions du côté du Conseil national de la communication. Je voudrais avoir justement votre regard à ce niveau. Le premier métier que j'ai pratiqué dans ma vie, c'est celui d'enseignant. J'arrive dans un lycée et je participe à mon premier conseil de discipline. Je ne savais pas que pour les enseignants, le conseil de discipline est un lieu où l'élève aura forcément tort. Où il sortira toujours avec des sanctions. Je ne savais pas. Moi, je suis enseignant de philosophie. Et il y avait une particularité dans ce lycée cette année-là, c'est que le proviseur était enseignant de philosophie, les 2 censeurs étaient enseignants de philosophie. Je vais donc au conseil de discipline et il y a une 40aine d'élèves au conseil de discipline. On appelle un élève. Dès qu'on t'appelle, on te lit des choses et on dit 8 jours. Et j'écoute cela pendant quelques minutes, je lève le doigt. Je dis au proviseur, je ne comprends pas bien. J'ai un souci. Ces élèves ne peuvent-ils pas se défendre? Les 2 censeurs disent que non, se défendre comment? Quand tu viens ici, c'est pour être frappé. Je dis, ah bon? Donc ils ne devraient même pas venir. Puisqu'ils peuvent attendre à la maison et être sanctionnés. C'est quoi un conseil? Je fais donc remarquer au proviseur que moi j'ai suivi quelques dossiers qui relevaient des élèves de ma salle de classe. Et que j'ai l'impression que si on fouine bien, ces élèves pourraient ne pas être sanctionnés.
tous les enseignants du conseil de discipline me disent non, un enseignant ne peut pas être contre les enseignants. Il doit être du côté des enseignants. Je leur dis, il n'y a pas de côté. Il y a la justice. Et on a commencé avec l'aide du proviseur à étudier au cas par cas. On s'est rendu compte que quelquefois un enseignant avait fait la cour à une élève et que parce que l'élève n'avait pas cédé à ses avances, il avait créé une situation pour traduire cet élève au conseil de discipline. L'élève n'avait pas pu se défendre. La collégialité du conseil de discipline avec la complicité de quelques autres enseignants avait fait que tous les élèves subissaient la même chose. La valeur de la sanction est d'abord pédagogique. Mais toute sanction doit être juste et justifiée. Quand vous sanctionnez quelqu'un, c'est pour qu'il s'améliore. Ce n'est pas pour le perdre. Je reviens sur votre énoncé régulateur au couperet. Le couperet, c'est bien cette lame qu'on utilisait au niveau de la guillotine pour couper. C'est-à-dire que quand vous avez coupé, le condamné ne peut plus s'améliorer. Il n'est plus là. D'autres avant m'ont parlé de l'échelle des sanctions. Mais au-delà de l'échelle des sanctions, il y a la qualité des personnes qu'on sanctionne. Dans toutes les administrations. On ne sanctionne pas un employé au même titre qu'on sanctionnerait pour la même faute un directeur général. Je le fais remarquer ici. Parfois, ici n'est pas seulement un journaliste présentateur d'émissions. Il se trouve que dans le même temps, il est directeur général d'Info-Télévision. Ça veut dire que ses responsabilités sont plus grandes. Ça veut dire qu'un rappel à l'ordre fait à un directeur général est déjà une sanction parce que ça déteint sur la chaîne en général. Mais une suspension d'un directeur général pour motif de non-recadrage d'un panéliste, du point de vue de la perception, on a l'impression que c'est un couperet. On a l'impression, du point de vue de la perception. On ne dit pas qu'il y ait des passe-droits. Pour ceux qui sont managers, ils comprennent ce que je veux dire. Même si vous n'êtes pas manager au niveau des enfants, vous ne sanctionnez pas votre enfant de 22 ans comme vous sanctionnez celui de 7 ans. Vous ne sanctionnez pas un apprenti et puis il y a un vécu. Je ne parle que du cas que je maîtrise le plus. Il y a un vécu. Lorsque dans le parcours de quelqu'un, vous ne lui avez pas reconnu un certain nombre de mauvaises attitudes, une sortie de piste, c'est comme ça que moi j'appelle ça, d'un panéliste, l'imputer à un directeur général d'une télévision au point de lui imputer 1 mois de suspension, il faut en mesurer les conséquences. Parce que les conséquences sont au-delà de ce que le simple individu regarde. Et déjà au niveau de la perception de l'opinion, je le disais, Parfait ici est le père fondateur de 2 grosses émissions, de celles qui marchent le plus dans une chaîne comme celle-ci. Lorsque vous le faites, vous renvoyez l'image que vous tuez de manière... Oui, en fait, vous tuez cette télé-là, d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'était pas votre... Pas de l'objectif. Ce n'était pas votre objectif de départ, mais puisqu'il y a quand même des équipes de veille, je crois que le CNC nous dit ils appellent ça un observatoire de veille des médias. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui savent que c'est grâce au sac de modérateurs en grande partie qu'Info TV monte. Je fais une analyse. Absolument. Alors, de point de vue du parallélisme des formes, si c'est grâce au DG d'Info TV, M. Parfait, ici, sac de modérateur, qu'Info TV monte, en l'absence de Parfait. Non, c'est pas l'absence. Après qu'il ait été coupé. Voilà. Vous avez coupé. Qu'est-ce qui se passe? Info TV descend. Absolument. Alors, on risque... l'objectif à atteindre. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on n'a pas adressé par le passé des lettres de félicitations à Info TV pour la qualité de ses émissions, pour la qualité de ses panels, pour le service public qu'il rend? Lorsqu'on l'a donc fait et que dans le même temps, on pose des actes qui sont de nature à donner l'impression qu'on veut inverser la tendance. Je prends un autre exemple qui est ressorti toujours de ma profession. J'ai un surveillant général au lycée classique et moderne de Bolova qui vient faire sortir 46 élèves sur 65. Incroyable. Un matin, pendant mon cours de philosophie, j'ai introduit l'enseignement sur le commentaire philosophique. Et il me dit que ces élèves devaient balayer la salle de classe hier. Ils ne l'ont pas fait, ils doivent sortir ce matin, ils sont 46 sur 65. Je lui dis, monsieur Intel, je vais laisser son nom de côté,
moi je suis en train d'introduire le cours sur le commentaire philosophique. Il me dit, ce n'est pas son problème. Je lui dis, ben, si ce n'est pas votre problème, vous n'avez pas de droit d'être ici. Parce que moi, c'est mon problème que ces élèves maîtrisent le commentaire philosophique. Vous pouvez les punir sans empêcher qu'ils ne maîtrisent le commentaire philosophique. Pour un élève de terminale, le commentaire, la philosophie est la matière la plus élevée. Tout à fait. Si vous me faites sortir les 2/3 de la classe pendant ce cours, Ça veut dire qu'il n'y a pas de cours. ça dit qu'il n'y a pas de cours. Ce n'est pas les élèves seuls qui vont subir. Il va falloir que moi je refasse ce cours. Mais si je ne le refais pas, ces élèves ils sont perdus. Mais en fin d'année, le proviseur et les parents d'élèves vont m'interpeller. Donc, vous qui faites sortir ces élèves, je ne dis pas que vous ne punissiez pas les élèves, mais est-ce que vous ne pouvez pas juguler le timing, différer votre punition, de telle sorte que les élèves ne perdent pas le précieux cours de philosophie, mais qu'ils se soumettent quand même à une sanction que vous... Vous voyez, de telles subtilités sont les subtilités des managers formés. Absolument. Ce n'est pas des faiblesses. Alors, nous nous sommes retrouvés devant le feu proviseur Ndongo Christophe de regretter mémoire, le surveillant général et moi. Le proviseur pensait d'abord qu'il fallait faire comme le surveillant a dit. Après mes explications, il lui a dit, mais nous n'avions pas encore réfléchi à cela. J'ai donc fait comprendre au proviseur que je ne souhaitais pas qu'on sorte les élèves de terminale C pendant les cours de physique, pendant les cours de mathématiques, pendant les cours de chimie, pour des raisons de punition. Parce que c'était contre-productif. Le lycée ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais qu'on aménage, par exemple, à la fin des cours, qu'on dise à un élève, tu ne rentres pas, tu as 2 heures. Tu as 2 heures de plus. Alors, on lui a fait profiter de tous ses cours, on l'a empêché de jouir de sa liberté quand il devait être libre. De telles subtilités, on peut les transposer dans les différents. Il faut, chaque fois que vous posez un acte, vous demandez si vous contribuez à améliorer la chose pour laquelle. Absolument. Parce que les régulateurs doivent améliorer le climat de travail et non pas le détériorer. Il ne faut pas qu'à la vue du CNC, les journalistes se disent, voilà le gendarme qui arrive, nous avons peur. Il faut qu'ils se disent, voilà notre accompagnateur, nous sommes en sécurité. Donc, sans être un professionnel qui donne des cours à des apprentis, parce que j'estime d'ailleurs que c'est des journalistes chevronnés, oui. Même si ce n'est pas toujours des managers chevronnés. C'est même pas du tout. Non, c'est des journalistes chevronnés. Mais ils doivent prendre la distance entre leur posture de journaliste, parce que pour la plupart aussi, ayant travaillé dans des organes publics, ou dans l'organe public, ils doivent essayer de comprendre les contraintes qui sont celles de ceux qui travaillent dans les organes privés. Parce que si parfois ici doit me faire taire à chaque fois que je voudrais dire quelque chose, je ne viendrai plus ici. Et parfois ici, lui, il a besoin que moi je vienne. Et ceux qui sont capables d'animer de tels programmes ne courent pas les rues. Donc, il y a aménager la chèvre et le chou. C'est ce que j'appelais aménagement. Merci beaucoup pour cette autre intervention. Nous allons faire un dernier tour de table concernant justement ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Comparaison n'est pas toujours raison, ça c'est clair, docteur Désiré Mbesse. En tout temps, quand même, vous qui êtes un observateur averti du monde des médias au Cameroun et ailleurs, lorsque vous observez, c'est pas si la question sera tendancieuse. Lorsque vous observez quand même les autres médias, hormis Vision 4 et Info TV, avez-vous l'impression, nous allons poser cette question, que les mauvais élèves, en termes de discours de haine et de repli identitaire, ont été trouvés au Cameroun? C'est Info TV et Vision 4. Vous avez cette impression? Parfait, je suis toujours trop gêné parce que en droit, il y a un principe, on dit que la loi est de portée générale et non exclusive. Tout à fait. Ce qui voudrait dire que si vous voulez pratiquer du juridisme, vous vous limiterez à la logique de cause à effet et par la suite les sanctions qui en découlent. Or, nous observons bien la chaîne médiatique camerounaise et nous savons quelle est la nature des discours et des intervenants sur les plateaux. Je ne voudrais pas être celui qui fait l'apologie de ces particularismes discapacitants et improductifs. Je voudrais beaucoup plus dire que, en réalité, nous ne sommes pas dans du droit.
Parce que Norbert Rouland parlait du droit et il disait penser Dieu, c'est penser le droit, en réalité. Mais quand on regarde les sanctions sélectives, parce que nous sommes dans la logique des sanctions sélectives. Vous parlez là de sanctions sélectives. Oui, nous sommes dans la logique des sanctions sélectives. Moi, je regarde à longueur de journée les débats dans toutes les chaînes camerounaises sans être de l'Observatoire national, parce que je veux comprendre notre pays, je veux être up-to-date pour savoir exactement alimenter nos prises de parole ici en tenant compte de la différence. J'avoue qu'il y a certaines chaînes et certaines émissions qui me produisent de la répulsion. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez écouter certains débats, vous vous rendrez bien compte qu'il y a des acteurs permanents qui ont des débats de division et je dirais même des débats ethno-fascistes. Entre-temps, je vous interromps, et là je vous pose directement une autre préoccupation. Au niveau quand même de la régulation du Conseil national de communication, est-ce que le Conseil n'est pas au courant de ces médias-là, hein? Le Conseil, au niveau des chaînes, des écrans téléviseurs pour le monitoring au Conseil national de communication, ces chaînes-là sont cryptées au CNC? Non, je voudrais dire que en réalité, ce serait peut-être prenez l'incompétence de ce Conseil et surtout sa sous-information. Or, ce n'est pas le cas. Nous savons bien que tous ces faits sont connus de tous les lieux et de hauts lieux, mais il y a un problème. Le problème, c'est la logique des lobbies, et à ce niveau, je vais revenir. J'ai l'impression, depuis que vous parlez là, que ce soit le maire Nyek Nyek et vous, il y a un vocable qui revient de manière persistante. Lobby. Lobby. Parfait, lobby. ici. Il s'agit de quoi? Parfait, ici, nous sommes dans un pays, le Cameroun. Il faut reconnaître que le Cameroun vit depuis les années 2010 un long processus de transition politique. Et vous savez, De Gaulle disait je vous demande de me donner les médias et je vous laisserai la France. Il ne le disait pas par hasard. Et ça veut dire que je vous demande de me donner les médias et je vous laisserai la France. Mais la question était de savoir qu'est-ce qui restera à la France lorsqu'on aura donné les médias à De Gaulle. Bon, alors, lorsque vous arrivez à ces conclusions, vous pouvez comprendre que ceux-là qui ourdissent le complot du contrôle du pouvoir politique ont besoin de contrôler l'appareil de communication. Et cet appareil de communication, dans tous ses démembrements, y compris l'organe de régulation, qui devient en réalité un appareil idéologique, lui-même mis au service de ces officines qui voudraient contrôler le pouvoir. Il est donc de bon ton que lorsque les différents lieutenants visibles ou invisibles de ces officines se retrouvent, il y a donc genèse de ce genre de décision où on commence à faire la sanction sélective. Peut-être parce qu'il y a des éléments dans cet univers qui ne répondent pas aux critères et aux différentes attentes, c'est-à-dire une orientation de l'information et de la communication dans le sens de leurs instincts et leurs volontés inavouées, pourtant très déterminante d'aller vers la conquête du pouvoir. Je crois quand même que l'autre lecture que nous pouvons également faire de cette affaire, au vu des faits, et surtout en connaissance du contexte camerounais et de l'actualité politique prégnante et préoccupante, nous devons quand même reconnaître que on est dans un pays où lorsque la règle devient l'injustice, on retrouve le juste en prison. Merci beaucoup. Lorsque la règle devient l'injustice, on retrouve le juste en prison. Je vais méditer sur ces paroles tout au long de ce soir. Je repasse la parole à M. Nyek Nyek. Avant de passer la parole à M. le maire, il y a quand même
trop d'interventions de téléspectateurs. Nous allons d'abord lire quelques-unes. Salut le panel. Le promoteur de la chaîne Dieudonné Vent a également reçu un blâme. Puis-je savoir pourquoi? C'est Bouba de Marois qui envoie le message. Je suis vraiment mal placé pour vous donner une explication. Nous allons lire un autre message. Bonjour, le CNC est bel et bien l'organe régulateur des médias au Cameroun d'après la loi, mais son impartialité dans ses décisions et qui peut parfois poser problème, encourageons-le à jouer pleinement et objectivement son rôle. C'est Pierre Okwanak à Ezeka qui envoie le message. Une autre préoccupation. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour, monsieur ici. Avant votre suspension actée, je tire encore et toujours la sonnette d'alarme contre un certain SG, de surcroît PCA, de fermer carrément sa bouche lors de l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Je pense qu'on ne vous suspendra pas pour l'avoir lu. Jean-Paul de Yaoundé. Il s'agit de quel SG et de quel PCA? J'avoue que je ne comprends rien. C'est tant mieux. Bon, c'est tant mieux pour n'avoir pas justement compris. Bonjour, monsieur Aïssi, c'est très regrettable de savoir que le CNC fonctionne avec joue à double vitesse. Autre préoccupation ce matin. Bonjour Info TV. Le CNC n'est pas une institution crédible. Il nous semble que les responsables qui y siègent actuellement sont en mission commandée contre certaines chaînes de télévision. Nous vivons tous dans ce pays et savons qu'il y a certaines chaînes qui font la promotion du tribalisme au quotidien, mais curieusement, elles ne sont jamais sanctionnées. Certains invités de ces plateaux tiennent même des propos très déplacés à l'égard du chef de l'État, mais le CNC est toujours calme. Info TV et Vision 4 ont été sanctionnés. Allez voir ce que ces chaînes ont en commun pour comprendre le jeu trouble du CNC. Merci. Autre message ce matin. Salut parfait. Nous adorons vous suivre. Cependant, certains invités ils citent certains noms, ont un agenda contre certaines tribus. N'acceptez pas que cela passe par votre belle télévision. Monsieur Nyek, autre 3 à Mokolo, nous avons les Etoun, les Bamileke, les Aoussa et autres. Cessez de prendre vos fantasmes pour des réalités. C'est Abega de Yaoundé qui envoie le message. Autre message. Bonjour, parfait. La chaîne de haine au Cameroun, c'est Equinox TV. Et tout le monde le sait. Je sais aussi que tu ne liras pas mon message. Je pleure car nos parents et camps n'ont rien fait pour nous. Ce n'est qu'un début de souffrance, au moins pendant un siècle. Achille Sauveur. Achille, j'ai donc lu votre message. Un autre message rapidement ce matin. Bonjour monsieur Aïssi, pourquoi c'est toujours... Non, nous n'allons pas lire ce message. Alors, bonjour perfect au sac de modérateur. Je vous accorde tout mon soutien. Vous êtes la crème en termes de gestion de panel et d'animation de plateau. Les décisions du CNC sont regrettables et sélectives. Je suis un abonné de Espace Miné. Monsieur Blérugnemek et vos panélistes ont fait des analyses qui ne reflétaient en rien des propos haineux aux tribalistes. Et pour terminer, le top management du CNC devrait mettre à jour son style de management. C'est Elie et de Bertois qui envoie le message. Pour l'instant, nous allons d'abord laisser la lecture du message et je passe rapidement la parole à monsieur le maire. Monsieur le maire, je vais insister pour poser la même question. Lorsque vous observez de manière très profonde les médias au Cameroun, lorsque nous parlons des discours de haine, lorsque nous parlons des replis identitaires, lorsque nous parlons du tribalisme, vous êtes clair que nous avons identifié les 2 médias qui sont coupables, c'est Info TV et Vision 4? Parfois ici, je ne répondrai pas à cette question. Je vous ai dit que ce matin, parce que j'ai un autre message à passer. Malheureusement pour vous. Heureusement pour le peuple. Je dis encore, je voulais dire à mon jeune frère, mon frère qui a envoyé un message tout à l'heure. Vous pouvez lui dire que lorsque je dis communauté, ce n'est pas une tribu.
Il n'a rien compris malheureusement. Je lui dis, je le dis encore. Si vous voulez laver le marché Mokolo, vous allez affronter malheureusement comme l'objectif, sera laver le marché. Mais l'effet que ça va produire, c'est celui où vous allez attaquer, comme il veut aux étonos, malheureusement. Alors que l'objectif n'est pas d'attaquer les tribus. Il lui dit alors que ce n'est pas ça l'objectif. Il n'a pas compris. Mais comme il n'a pas compris, j'ai expliqué. Maintenant, votre question, je refuse volontairement de faire la comparaison. Volontairement. Parce que c'est pathétique. Mais vous savez, dans notre vie, j'ai vécu un peu du trading. Le trader ne dort pas. Mais comme il est un homme, il se partage et travaille avec ses autres traders. Ça veut dire qu'à aucun moment, on arrête le trading. Toutes les banques tradent. Mais la banque ferme à un moment donné, les traders ne dorment pas. C'est pour ça que je dis, je peux comprendre que le CNC ne voit pas les autres parce qu'ils dormaient. Ah bon? Bien sûr, je peux comprendre ça. Maintenant, on est voleur jusqu'à ce que la preuve du vol soit établie. Je peux faire dire comme si, comme on voit à la CATV, pourquoi moi seulement? Parfois ici, on vous a, je ne veux pas dire ciblé, on vous a attrapé en flagrant délit de ne pas recadrer votre panéliste. Je m'en tiens à ça. Uniquement. Les autres seront attrapés en leur tour. C'est ce que je souhaite. Mais je dis encore, le problème ce n'est pas ça. On se trompe. Je vous ai dit 3 choses. Faire. Laisser faire, c'est faire. Je vous ai dit que nous sommes dans la conquête, malheureusement, du pouvoir dans tout ce que nous faisons depuis 92. Parce qu'un homme qui nous a roulé dans la boue. Alors, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Vraiment, nous parlons d'un régulateur des médias. Vous me parlez de la conquête du pouvoir. Je suis un peu perdu. De Gaulle a dit quoi? Donnez-moi les médias. Et je vous laisserai la France. N'est-ce pas? Et il vous dit, lorsque j'ai les médias, la France n'existe plus. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vous dis que tout ce qui se passe depuis 92, à partir de la conquête du pouvoir, elle est communautariste, elle est communautaire, elle est lobbyiste, elle est tout ça à la fois. Et du coup, chacun de nous, je vous dis, appartient même sans le savoir, sans le vouloir. Là, je suis là. J'essaie un lobby sans le savoir, que je ne connais pas, à travers mon discours. Très bien. Je suppose que le CNC fait son travail et du coup commence à rendre service à un lobby qu'il ne maîtrise pas. C'est mon souhait. Mais s'il le sait, il faut leur dire. En ce moment arrive la justesse de la sanction. Vous ne pouvez pas, je veux citer un ministre qui, à un moment donné, sans donner son nom, a écrit au président pour dire qu'il a le meilleur directeur de quelque chose, de pas, parce que si les gens vont savoir. Et que ce monsieur qui va en retraite, il souhaite c'est l'argument que si monsieur part maintenant, vraiment je n'ai personne qui va le remplacer tout de suite. Le président a accédé à cette demande. 1 an après, cette fois il a proposé qu'on changeât ce monsieur au Premier ministre. Oubliant que le chef de l'État avait bien coté ce dossier, le Premier ministre dit, mais il y a 1 an. Vous m'avez dit que c'était le meilleur. Comment je vais faire maintenant? Qu'est-ce qui n'a pas marché en l'année passée? C'est lui me souvient parfois ici que le même organe a félicité certains journalistes et même certains organes. Comment se fait-il que sans qu'il y ait eu cataclysme, sans qu'on ait attiré votre attention sur les dérives éventuelles ou potentielles, que vous passiez directement. Maintenant, je reviens sur le plan commercial, que vous passez sur le plan commercial. Il vous a dit, lorsque quelqu'un tient un cours de philosophie, et que vous voulez sanctionner les élèves pendant son cours, vous savez que le cours, vous le faites. Je rappelle que sur le plan commercial, les annonceurs, quelquefois, agissent sur la base d'un nom. Pas un nom de média. Le nom d'un journaliste, le nom d'un directeur. Comme je connais ce monsieur, je fais confiance à la chaîne. Et je leur donne mes publicités. Si vous tuez ce monsieur, journalistiquement, oui. Vous tuez la chaîne parce que la chaîne, ça fonctionne avec quoi? Et là, je suis globalisant. Est-ce qu'on accompagne suffisamment les médias chez nous? Non. Non. Les médias se battent pour survivre, à défaut de vivre, à travers les quelques annonces de salons de coiffure, de vendeurs de soya et autres. Mais ces vendeurs de soya, c'est parce qu'un jour, parfois ici, où Samuel Eto'o allait manger le soya quelque part,
Il a demandé, c'est pas ici. Non, 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 comme c'est lui, je vais faire passer mon message par la chaîne où il travaille. Lorsque parfois ici disparaît pendant 1 mois, ce monsieur ne croit pas en la chaîne. Et du coup, commercialement, ça chute. Et avec la chaîne, c'est pour ça que je dis encore, l'aménagement humain que je dois souhaiter nous oblige. Je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Voilà le problème. C'est écrit. L'aménagement que je voudrais souhaiter au CNC et au Cameroun, c'est qu'aucun Camerounais n'est de trop au Cameroun. Aucun Camerounais. Aucun Lorrain n'est de trop au Cameroun. Comme nous sommes obligés à vivre ensemble, il faut aménager. Merci beaucoup. De manière qu'on puisse vivre. Nous avons encore beaucoup de sujets sur la table. Nous accueillons d'abord Monsieur Noir du MRC qui nous a retrouvés sur le plateau. Monsieur Noir, bonjour. Bonjour, Monsieur Pafa ici. Bonjour à mes copanistes. Bonjour aux Camerounais. Donc, nos vaillants militants et sympathisants qui restent otages de la République. Dans les prisons de Yaoundé et de Douala, quand même le comité, le groupe de lutte contre la détention arbitraire a commis un avis demandant les libérations immédiates. Il s'avère que les autorités camerounaises défient cet organe de l'ONU en refusant d'appliquer leur avis sous prétexte qu'il ne serait pas contraignant. Pendant ce temps, on voit chaque jour sur la scène politique nationale des gens qui, somme toute, commettent des délits ou des crimes sans que l'autorité judiciaire ne fasse quoi que ce soit. Il vous souvient que des militants du RDPC, à une certaine époque, lors du renouvellement de leur organe de base, avaient brûlé un édifice public à Bimbis, qu'ils avaient même tué l'un d'entre eux à Duck, qu'un autre avait sorti sur la place publique une arme à feu, et que ça n'a jamais été suivi de la moindre information judiciaire. Mais qu'on condamne des gens qui ont marché pacifiquement pour demander des choses simples, qui ne font aucun problème dans une réelle démocratie, telles que la réforme du système électoral, ou encore le retour à la paix dans les régions nord-ouest et sud-ouest, et que ces gens-là soient condamnés à 2 ans, 3 ans, 7 ans de prison, pendant que celui qui a sorti une arme à feu pour menacer son camarade, ou celui qui a tué Adek, ou celui qui a brûlé du fils public, n'est pas condamné même à 2 ans de prison, n'a même pas été fait l'objet d'une information judiciaire, d'une enquête judiciaire. C'est ça les questions. Une justice à double vitesse. Oui, aujourd'hui, de plus en plus, les Camerounais se rendent compte que nous avions raison de dire que notre justice est sous l'emprise de l'exécutif. Merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et ça fait que j'ai même oublié de présenter mes excuses à vos téléspectateurs. J'ai assumé mes fonctions. Vous avez voulu passer un message, c'est déjà passé. J'ai assumé mes fonctions. J'avais réunion au siège d'où je viens tout à l'heure. Vous avez laissé M. Kamtou là-bas? Non, c'était une réunion avec des militants, des responsables d'une région. Ok, c'est bon. Je vous prends à chaud pour que vous puissiez justement aussi donner rapidement votre avis sur les dernières sanctions du Conseil national de la communication. Je présume que vous les avez lues et vous avez eu justement les raisons pour lesquelles certains médias et certains journalistes ont été sanctionnés. Quelle lecture globale faites-vous de l'organe régulateur des médias au Cameroun? Monsieur Papa, ici, cette question m'embarrasse. Elle m'embarrasse d'autant plus qu'elle vient de vous. Parce que ce que j'ai lu rapidement hier soir, vous-même vous avez fait l'objet d'une sanction. Tout à fait. Et à mon avis, c'est malsain que vous en faites un sujet sur votre plateau ce dimanche, parce que ce serait comme si c'est une sorte de revanche vis-à-vis du CNC. Pas du tout. Quand le CNC vous sanctionne, vous ne pouvez pas, sur le plateau, venir commenter la décision du CNC. Vous venez de commenter les décisions de justice. Je n'ai pas été sanctionné. Non, vos militants ont été sanctionnés. Non, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est pas la même chose là. Qu'est-ce qui est plus grave? Ne faites pas un parallèle où il ne faut pas le faire. Non, mais c'est un parallèle. Non, c'est malsain. Du point de vue de la justice. C'est malsain. Non, laissez-moi parler. Vous n'allez pas m'étouffer. Vous n'allez pas m'étouffer. Je ne vous étouffe pas. Laissez-moi donc mettre mon opinion calmement. Les militants du MRC ont été condamnés par la justice. Laissez-moi et un jour,
le MRC, Ok, allez-y, alors, je vous tous les écoute. jours, le MRC commente ces sanctions et dit, vous venez de dire de votre bouche, que la justice camerounaise est sous l'emprise du pouvoir exécutif. La justice, donc, qui Est-ce que donc, je vous pose une question. Et vous Si vous estimez l'avez sur ce terrain, et vous estimez qu'on ne vous peut l'avez pas sur ce terrain-là. questionner les sanctions du CNC. d'un organe qui est concerné. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est nous qui analysons. Non. Malheureusement. C'est lui qui modère l'émission. Moi, je dis, c'est mon opinion personnelle. Mais C'est un ami, mais je dis mon opinion Non, ce n'est personnelle. pas l'amitié, je parle. Donc, je dis tel que je ressens. Lui étant le modérateur, le présentateur de l'émission, et étant concerné par la sanction, ne devrait pas poser le sujet sur un plateau qu'il préside. Pourquoi? C'est moi, c'est mon avis. Moi. Entre temps, j'ai pas encore été notifié. Hein. Il faut le relever. Moi, c'est peut-être ce qui explique que vous soyez là. C'est justement pour cela. C'est justement que je dis que même si c'est le cas, à mon avis, sur le plan éthique, ce serait malsain que vous soyez, vous, concerné par une décision, même si vous n'êtes pas notifié, de discuter de cela sur un plateau de télévision. Monsieur Noir. C'est ce que je dis. Monsieur Noir. Donc, vous ça, c'est la vie. poser une question. Oui, mais quel commentaire faites-vous des dernières décisions? Voilà un commentaire que je fais. Ça, c'est un commentaire que je fais. Vous ne parlez pas de l'organe. Non, parlez vous de parlez parler d'individu. d'individu. Écoutez, vous ne pouvez pas m'imposer un commentaire. Lorsque vous posez une question, je sais que je suis libre. Vous jugez. Votre problème, c'est quoi finalement? Moi, j'observe. Mais ça, ne m'étouffez pas, monsieur. J'observe que vous jugez. Non, ne m'étouffez pas. Mais vous Ce n'est pas la même chose. On ne peut. Non, c'est pas la même chose. On peut mettre en débat le CNC. Écoutez, ça, c'est mon opinion. Gardez la vôtre. Respectez mon opinion. La mienne, c'est que. Gardez la. Mais laissez-moi donc émettre mon opinion. En question. Ne m'étouffez pas, ne m'empêchez pas de dire ce que j'ai à Non, dire. je ne- Il m'a posé une question. Vous ne devez pas. Pourquoi Allez-y, allez-y, Il m'a monsieur posé Noir. une question. Vous étouffez, Je monsieur donne. Allez-y, Je monsieur Noir. donne donc librement. Allez-y, mon on avis. vous écoute. Allez-y donc. Donc, et j'ai dit ce que j'ai dit. Et maintenant, je continue en disant, lorsque j'ai tenu ce propos-là, pour dire que c'était malsain, lui, quand on concernait par la décision de pouvoir la discuter ici, maintenant, sur le CNC, il y a plein de choses qu'on peut dire. On peut dire, et là, ce n'est pas uniquement de la responsabilité de ceux qui gèrent le CNC. C'est d'abord de la responsabilité de ceux qui ont mis cet organe en place. Parce qu'au Cameroun, le pouvoir en place agit toujours comme des gens qui se disent que les Camerounais sont tellement cons, qui sont tellement bêtes. Et ils veulent à chaque coup nous vendre une illusion. Lorsqu'ils ont mis en place le CNC, c'était pour nous vendre une illusion d'un organe de régulation, mais en réalité qui ne sert que le régime. Si vous comprenez très bien ce que je veux dire, qui ne sert que le régime. De temps en temps, ils peuvent cogner quand vous commencez à les déranger. Ils peuvent cogner. La raison officielle qu'on donne n'est pas souvent celle-là. Et on a vu à plusieurs reprises un organe de presse qui s'est rebellé contre les décisions du CNC sans que rien ne se passe. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai compris qu'en réalité le CNC, comme beaucoup d'organismes au Cameroun, parce qu'il n'y a pas de réelle volonté derrière, est un machin. Au moins, Moi, je n'accepterai pas que vous traitez le CNC de machin. Hein. vous avez parfaitement raison. Voilà. Et ça, j'assume. D'accord. Donc, c'est pas une insulte. Non, C'est le pour problème, dire vous que... l'assumez. Faut me retirer. Ce n'est pas une insulte. retirer cela. Ce n'est pas une Le insulte. CNC Ça n'est veut pas dire un quoi? machin. Quand je le dis, c'est pour dire que c'est vite. On a mis en place une structure vide, de la même manière qu'on pourrait parler de la CONAC, qui est vide, il n'y a rien. Et les résultats sont ceux qui sont aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Donc, c'est pas parce que on sanctionne une ou deux personnes. Et même lorsque quelquefois il faut sanctionner, vous posez un véritable sujet, vous faites une véritable plainte, avec des raisons bien évidentes. Mais c'est la sanction qu'il faut vraiment donner ne vient pas. On fait un semblant, on donne un avertissement. Mais lorsqu'il faut donner un avertissement, on ne donne pas. On sanctionne plutôt par une suspension de 2 mois, 3 mois. C'est des choses comme ça. Et là, on comprend que, comme l'a dit tout à l'heure, on peut dire aussi que vous venez de faire le parallèle. Le CNC, Merci. c'est aussi Vous avez finalement une justice des médias à double vitesse. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc les dernières sanctions du Conseil national de la communication. Nous prenons une autre touche pause. Bon retour sur ce plateau. Je rappelle que votre programme, c'est Libre Expression, tous les dimanches sur Info TV, 11h30, 13h30. Durant 2 heures de temps, nous croisons le verbe parce que nous pensons à un Cameroun meilleur. La deuxième problématique qui ne nous éloigne pas de la première, et je dois signaler en passant qu'il s'agit de la 5e semaine consécutive que je mets le sujet en débat dans le cadre de ces échanges de dimanche. Les discours
de haine et des replis identitaires. Ce matin, nous nous posons la question de savoir à qui la faute. Je commence par le maire Nyek Nyek, discours de haine et les replis identitaires finalement au Cameroun. À qui la faute? Qui dérange? Parfait, ici, au lieu de me répéter, ce qui dérange, c'est l'environnement sociopolitique. Il ne date pas d'aujourd'hui, il date de 92. Voilà le problème. Je vous ai dit depuis 92, une partie des Camerounais, y compris moi-même, on pensait à 92 que le billet est fini. On avait commencé à former le gouvernement parallèle et autres pour accéder au pouvoir. Malheureusement, 31 ans plus tard, on n'a pas trop bougé. On commence à s'ennuyer et on commence à se détester. Les bonnes questions ici, ce n'est pas de savoir si j'ai un discours de haine ou pas. Est-ce que nous nous aimons encore comme avant? Vous insistez que nous nous aimons plus. Non. Vous pensez que les Camerounais se détestent? Terriblement d'ailleurs. Le Camerounais est violent vis-à-vis de son frère. J'ai dit, parfois, lorsque vous venez à l'émission ici, conduisez en évitant de toucher à un taxi ou à une moto. Si vous avez une voiture, vous avez de la raison pour laquelle l'autre est sur la moto. Et vous pouvez être lynché. On peut vous lyncher. Voilà mon frère noir qui vous dit, c'est à cause du régime que les gens qui ont marché et voulaient même marcher sont en prison. Lorsqu'il le dit, il dit peut-être la vérité, mais Non, c'est pas peut-être, c'est la vérité. C'est mon vocabulaire. Et c'est mon opinion. Comme vous réclamiez tout à l'heure. Parce que j'ai toujours dit, pour faire un plaisir à mon frère, c'est qu'un homme politique en prison n'est pas forcément un prisonnier politique. Mais dans le cas d'espèce, ce sont des prisonniers. J'ai dit, c'est mes mots. Là, c'est un autre débat. Voilà. On poursuit. Voilà. Donc, je vous dis parfois ici, il faut qu'on pose le vrai problème. Et pour vous, les vrais problèmes, ce sont lesquels? Les vrais problèmes aujourd'hui, c'est deux choses principalement. On les cite? On les cite. C'est-à-dire que le pouvoir est concentré à un seul endroit. On a dit que la solution, c'est la décentralisation, la décongestion. Ça n'a pas encore marché. Parfois ici. Vous imaginez que si, pour avoir un forage d'eau, je dois venir vous voir tous les jours, je vais me lasser. Comment ça vous dire? Donnez quand même au préfet, donnez au maire, pour que je n'aille pas très loin. Il y a ce problème qui est réel. L'autre problème qui concerne, c'est choquant malheureusement, mais si on ne parle pas de façon honnête, en essayant les problèmes de contournement, on va se tromper. Le problème est un problème d'ordre foncier. Si le foncier est comme la richesse camerounaise, elle est entre les mains de 5% de Camerounais. Regardez les titres fonciers du Cameroun, ils sont entre les mains de maximum 10% de Camerounais. Parce que la loi le permet. C'est-à-dire, on peut pas être jaloux, hein? On a permis que des gens puissent acheter le pays au nom de l'argent. On va taxer ce discours, des discours de J'ai haine. dit des gens, qu'est-ce qu'il y a? On va dire que c'est un discours de haine. J'ai décrit quelque chose qui est réel, parfois ici. Vous voulez que je parle de moi? Là, je vous recadre. Hein. Merci Maintenant, vous beaucoup. allez retirer ce propos. Ça, il faut recadrer. Très bien. Je vous dis, je parle de moi cette fois-ci, et pas je ne me déteste pas moi-même. J'ai acheté un terrain du côté du Mont Fébé en 2011. Pratiquement 8 mètres carrés le terrain. Au Mont Fébé. Aujourd'hui, il y a 2 ans, des enfants de cette famille qui m'a vendu légalement le terrain, qui était titré, sont arrivés et se sont rendus compte que eux-mêmes n'ont plus d'espace. Même pour construire une maison sur 400 mètres carrés, n'en ont plus. Le problème s'est posé. Et moi, je me suis comporté en un villageois, en me demandant que si on faisait ça chez moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Parfois ici, pour que ce problème soit réglé, j'ai dû me débarrasser de 2800 mètres carrés de terrain que j'avais acquis légalement, au nom de l'aménagement entre mes frères là et moi. C'est une perte financière, mais c'est un gain social, un gain de paix. Voilà le problème. Si vous ne pouvez pas confier la richesse nationale et vivre en paix, parfois ici, voilà le vrai problème. Maintenant, ceux qui ont la richesse nationale estiment qu'ils ont la richesse, ils vont avoir le pouvoir. Ce n'est pas communauté, je parle des lobbies. Là, dedans, il y a tout le monde. Si on n'en parle pas, je finis par là, si on n'en parle pas, on sera surpris comme le premier. Rappelez-vous, en 2014, parfois ici, mon parti de la population de Cameroun a saisi le chef de l'État. 2014. Parce que nous, on a un organisme de veille patriotique. Nous, Monsieur le Président, les Camerounais se détestent. La violence couvre. Il faut convoquer un dialogue national et vous le présidez vous-même.
Nous sommes en 2014. Le dialogue a certes été Permettez, convoqué, mais il n'a pas été présidé par lui-même. Non, on reconnaît ça au chef de l'État de la présidence de ce dialogue national, au nom de la souveraineté qu'il représente. De 2014 à 2016, on était dans le déni que ce problème n'existe pas. Les Camerounais s'aiment, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Ils font même des bises à la bouche. En 2016, le problème a commencé. Les gens ont dit non, ce problème vraiment, c'est une histoire de 2 ou 3 personnes qui veulent le pouvoir. Non, c'est rien. Aujourd'hui, c'est une crise qui a vu des militaires camerounais mourir. Des Camerounais mourir. Parce que nous sommes surpris. Lorsqu'un problème se pose, éviter qu'il devienne une crise pour le gérer. La gestion d'une crise est très difficile. Je vous dis encore une fois ici que le problème que je vous pose de la décentralisation, de la concentration du pouvoir à un seul endroit. Je n'ai pas dit entre les mains d'un seul homme, j'ai dit à un seul endroit. Et le problème fonctionne. S'il n'est pas posé comme problème national, urgence nationale, nous allons vers une nouvelle crise. Très bien, c'est voilà le problème. Et c'est les conséquences qu'on appelle discours haineux et autres. C'est les conséquences. Est-ce que je suis victime d'ostracisme ça fait le 3e tour de table. Vous avez parlé tout à l'heure, lorsque M. Noapa, j'ai estimé que c'était votre tour de parole. Il faut appeler un tour de Ils se sont partagés la prise de parole. Alors, Pierre Blériot Nyemek, selon le maire Nyek, 2 problèmes fondamentaux. Lorsque nous parlons de plus en plus des discours de haine, de replis identitaires, il dit la concentration du pouvoir à un même endroit est maintenant le problème ayant trait au foncier. Il pense que nous devons mettre ces problèmes sur la table. Concernant la richesse. Avez-vous l'impression, Pierre Blériot, que depuis que nous en parlons, depuis que nous parlons des discours de haine et des replis identitaires, nous n'avons pas attaqué le mal à la racine. Et si nous n'attaquons donc pas le mal à la racine, ne sommes-nous pas restés au niveau du saupoudrage? Alors, chaque fois que nous parlons ici, certains croient que nous avons raté nos vies. Pas du tout. Parce que nous avons raté nos vies, on est jaloux de nous sommes jaloux d'autres personnes. Je vais faire comme M. Nyek et je vais vous parler brièvement de moi et de la question foncière à 2 niveaux. Mon grand-père me laisse, nous laisse à mes frères et moi une 20aine d'hectares au village. Nous sommes 10. Cela, arithmétiquement, ça devrait faire 2 hectares par personne. Chacun. J'ai seul 14 enfants. Et je suis désigné légataire universel. Les juristes comprennent ce que ça veut dire. Avec une préemption. Mon grand-père estime d'ailleurs que je dois avoir le quart de ses biens. Dieu me bénit, j'ai mes moyens. Je me retire et je vais acquérir du terrain ailleurs. Et je me dessaisis de mes 2 hectares, les miens. J'aurais dû en avoir 5. Parce que les autres ne sont pas tous en possibilité d'avoir du terrain. Si j'entreprends de faire un champ au village, je vous parle de moi, mais mes petits frères qui sont au village estiment que je ne peux pas être riche en ville et venir encore leur arracher la terre qui est leur seule source de revenus. Je passe rapidement. Je vais acquérir du terrain dans une famille à 40 km de Yaoundé et la famille décide de me vendre 50 hectares. Le total de cette famille, c'est 52 hectares. Incroyable. Je leur dis non, vous ne pouvez pas me vendre 50 hectares. Sur 52. Sur 52. Je vois que vous avez beaucoup d'enfants et autres. Ils me disent, si tu ne prends pas quelqu'un d'autre, là ici, je ne cite pas le nom pour ne pas être dans les discours, viendra prendre. Et je leur dis, celui-là connaîtra la guerre dans votre village. C'est-à-dire, vous avez une 50aine d'enfants qui traînent là. Les parents se permettent de vendre la totalité du bien foncier. La réalité, c'est que quand les enfants deviendront grands, ils ne vont pas croire que les parents avaient... Même s'ils savent que les parents avaient vendu, la question va se poser. Revenons à la concentration du pouvoir. Parfait ici. Le pouvoir politique au Cameroun, parce que nous sommes des ethnies et des communautés, ce qui est une réalité, est comme le pouvoir entre les mains d'un polygame. Si les biens matériels du polygame sont insuffisants, les différentes maisons auront tendance à penser que les biens sont concentrés dans une des maisons. C'est-à-dire celle dans laquelle ils passent le plus de temps. Du coup, les autres regarderont cette maison-là d'un mauvais œil. Un polygame pauvre donc est dangereux pour toute la polygamie. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit montrer patte blanche et décentraliser son pouvoir réel. Il faut qu'il permette à chaque maison de se développer.
Et votre question de la décentralisation, je n'ai jamais été d'accord avec le principe de la décentralisation. Je dis que le principe de la décentralisation est biaisé au départ, encore que ça ne donnera rien. Je vous prends un exemple. Allons-y. Vous faites la décentralisation sur la base des CTD, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ainsi de suite. On vous dit aujourd'hui, vous allez dans le littoral. Si vous décentralisez, il y a des communautés qui vivent dans le littoral. Il y a des communautés autochtones du littoral, on est d'accord? C'est une réalité. Est-ce qu'il n'y a pas de communautés autochtones dans le littoral? Il y en a. Votre décentralisation sous ce modèle-ci risque de contribuer à phagocyter les communautés autochtones du littoral. Quand d'autres évoquent des notions comme le libéralisme communautaire, les gens disent c'est du tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme. Non, c'est une notion en sciences politiques qui a toute sa raison d'être en fonction de notre réalité sociologique. Et je vais vous dire que vous n'allez pas empêcher aujourd'hui que les gens reconnaissent qu'avant d'être Camerounais, parce que c'est ça la vérité historique, on dit le contraire. Mais l'État a trouvé le communauté. L'État du Cameroun est de création récente. Moi, ma grand-mère que vous avez connue, qui est morte, est née avant que l'État du Cameroun existe. Ah oui, elle est née avant que l'État du Cameroun existe. Vous n'allez pas, il ne faut pas exacerber la réalité communautaire, mais il ne faut pas non plus tenter de la phagocyter, parce que finalement, c'est elle qui va prendre le dessus si vous tentez de la phagocyter. Elle est réelle. Ça veut dire qu'il faut protéger les communautés même contre elles-mêmes. Au risque, le même vous a parlé de l'argent. Comment l'argent s'est-il constitué au Cameroun? C'est comme si on a joué à un moment donné à favoriser un certain nombre de pratiques qui ont très vite enrichi un certain nombre de personnes et les ont rendus capables de s'apprivoiser ou d'apprivoiser n'importe quel bien. Il n'appartient pas à un système libéral de construire un système communautariste. Non. Nous sommes donc maintenant dans le libéralisme Communautaire. capitaliste qui est dangereux, qui fait que parfois ici, si j'ai beaucoup d'argent, je peux venir acheter tout à Kono, toute la Mofou à Kono, moi. Mais vous pensez que si j'achète toute la Mofou à Kono, que deviendront les populations de la Mofou à Kono? Les populations de la Mofou à Kono, qui ont pour principal bien la terre, même si elles sont pauvres, vont défendre la terre que j'ai acquise. Donc il y a une certaine rationalité à mettre dans les manières de faire. Quand on le dit, je ne vois pas du tribalisme là-dedans. J'ai l'impression que beaucoup seront contents quand on aura donc pris toutes les autres communautés, on aura mis au service de certaines. Dire que bon, maintenant, vous êtes même propriétaire de ces communautés. Mais vous êtes pauvres. Bon, faites-en ce que vous voulez. Merci. Justin Noir, nous parlons là des discours de haine et des replis identitaires. Je l'ai relevé tout à l'heure. Finalement, ces expressions défilent dans ma tête comme une récitation, parce que j'en parle au quotidien dans cette chaîne de télévision et même ailleurs. Depuis un certain temps, nous avons vu des sorties de certains membres du gouvernement, pour ne prendre que la sortie du ministre Atanganji, sans oublier celle du ministre de la Communication. Pour l'heure, vous pensez que le gouvernement a véritablement saisi le taureau par les cornes? Écoutez, j'allais d'abord vous dire qu'il est même probable que la décision du CNC soit inspirée de la sortie du MINAT, comme ça souvent quelquefois été le cas, parce que le discours haineux, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est la première fois, sauf erreur de ma part, que l'on sanctionne officiellement pour discours haineux. Il vous souvient que en 2018, le MSC a carrément rejeté la moindre participation dans une chaîne de télévision bien connue. Parce que sur cette chaîne-là, il y avait un discours ouvertement haineux, un discours de haine qui était bien connu. Et à aucun moment, on n'a vu une sortie du CNC pour sanctionner qui que ce soit. Donc, il a suffi que le MINAT et puis, ou le ministère de la Communication en parle il y a quelques semaines pour qu'aujourd'hui, on voit le CNC s'intéresser à ce genre de discours qui est là depuis dans les médias. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, je vous parle depuis 2018. Tous les médias où le MRC a l'habitude de participer au débat sont anti-discours haineux? Oui. D'accord. Ce média-là avait été allé très loin
D'ailleurs, il vous souvient qu'ils avaient parlé une fois de dératisation d'une communauté nationale. Donc ça vous dit, si même les autres médias en faisaient, ça n'a jamais été autant que le média en question. Vous connaissez quand même des médias au Cameroun qui défendent de manière claire et officielle la République dite ambazonienne? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un média, à mon avis, sauf si je ne suis pas au courant, un média qui défende la République ambazonienne. À mon avis, je n'en connais pas. D'accord. Je n'en connais pas. Donc ne m'amenez pas à dire ce que je ne maîtrise pas. Cela dit, le discours haineux, les républiques identitaires, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je suis content que mon frère l'ait relevé, il a parlé de 92, donc ça reprend les années 90. Lorsque nous grandissions, il n'y avait pas autant de discours de haine entre les communautés, il n'y avait pas autant de replis identitaires. Sous l'ancien régime, pas que les gens n'aimaient pas leur tribu, les gens ont toujours aimé leur tribu, mais ce n'était pas, devenu un fléau national comme c'est le cas aujourd'hui. Vous saviez ce qui s'est passé à partir des années 90, lorsqu'il y a eu des conflits entre Camerounais. Les hommes politiques ont exacerbé ça à leur avantage. Et c'est devenu un sport favori pour le régime. Comme s'il fallait davantage diviser les Camerounais pour mieux régner. Et ça, c'est ce qu'ils savent faire. Ils ne font que diviser les Camerounais, aidés en cela par leur soutien, qui sont les élites dans cette communauté-là. Lorsque vous allez, moi je suis de ça par exemple, lorsque vous avez une élite qui arrive, et vous avez quelqu'un comme moi qui est du MSC, on va vous tenir un discours complètement tribaliste. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. Je ne raconte pas que les choses que j'ai entendues. Ça se fait à ça? Bien sûr, ça, je parle de ça. Je ne parle pas je parle de ça d'abord. Calmement parler de ça, comme ça, vous ne courez aucun risque. Je parle de ça. Donc, déjà, si vous faites la même remarque ailleurs, vous serez traité de haineux. C'est-à-dire que nous avons la liberté de parler comme ça de nos communautés. Ça, je ne sais pas où vous voulez venir. Vous avez un gros cerveau. Non, ne m'amenez pas là, je veux parler. Non, moi, je parle de ce que je maîtrise. Je ne parle jamais de ce que je maîtrise. Malheureusement. Je ne parle jamais de ce que je ne maîtrise pas. Donc, dans le cas, je sais que des élites de chez moi ont souvent utilisé ce langage-là. J'ai suivi un autre professeur d'université tiré sur les élites de chez lui de manière véhémente récemment. Ça n'a ému personne. Mais parce que c'est la vérité. Et ailleurs, les gens sont blancs comme neige. C'est pas là n'est pas le problème. Écoutez, et même quand nous observons de loin et que nous disons ce que nous voyons aussi ailleurs, ce que ce professeur a fait était un discours haineux à l'égard des gens de Saint-Denis. Non, je ne parle que de ce qu'il maîtrise. Oui, c'était un discours haineux. Je ne peux pas parler il n'y a pas que ça comme arrondissement. Non, je dis que le discours que ce professeur a tenu à l'égard de l'élite de Saint-Denis, de sa propre communauté, était un discours haineux. Vous voulez aller où? Dites ce que vous voulez dire. Crachez le morceau. Quel morceau? Il n'y a aucun morceau. Laissez-moi donc parler. Voilà. Vous allez permettre à Justin de chuter. Donc, je dis, le régime en place utilise le tribalisme comme un outil de maintien au pouvoir. De quelle manière? Je vous ai dit ça a commencé lors de 80. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a des gens qui sont entretués sur la base de la tribu parce que on vous disait non, il ne faut pas que ces gens-là viennent prendre ce qui est à nous, c'est-à-dire le pouvoir. Et ça a repris avant les élections. On a eu des élections entre-temps qui n'ont pas fait l'œuvre de temps de monter le tribalisme. Cela a repris avant les élections de 2018. On a commencé avec des discours. Non, j'ai dit avant les élections de 2018. On a repris avec ces discours tribalistes, ces discours haineux-là. J'ai souvent raconté. Il y avait ces discours haineux. Le pouvoir. Le pouvoir. Je le dis clairement. Le pouvoir. D'abord le pouvoir. Monsieur Noir, vous êtes sincère. Je suis très sincère. Je vous regarde droit dans les yeux. Je dis que d'abord le pouvoir. Et ça, moi je le pouvoir qui a d'abord le pouvoir, d'abord la responsabilité du pouvoir. C'est lui, ce pouvoir-là, qui a commencé à mettre ça en pratique. Et les élites aidants sont allés disséminer ça dans les communautés pour dire voici, c'est vous. Donc je dis, je l'ai vécu, même lors de la campagne électorale, je l'ai vécu et j'ai raconté ça plusieurs fois dans les médias, chez moi, à mon atelier. On m'a pris pour un Bamileke.
Parce que non, je le dis, ça n'a pas été un discours haineux. Je le dis, on m'a pris pour un Bamileke parce que je collais les affiches de Maurice Kamto. Et c'est quand j'ai parlé à Manguessa, vous enlevez une affiche de Maurice Kamto, j'enlève 2 affiches de Paul Biya. C'est là où ils ont compris que j'étais à l'écrit. J'ai dit que le mandat, ça ne vous appartient pas. Moi, je suis de ça, je suis chez moi. J'étais avec le docteur Okala, aujourd'hui chargé de cours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout le monde, nous avons vécu ça. Lorsque nous avons placé nos affiches en Balmayo, on a enlevé dans la nuit. Et on sait qui le faisait. Ce n'est pas des bambins. On sait d'où ça venait, des hautes autorités de la ville. Alors, répondez à la question que je vous ai posée. Oui. L'ordre du gouvernement a-t-il véritablement saisi le taureau par les cornes? Non. Non, ça, oui, ça c'est du saupoudrage, comme ils savent le faire d'ailleurs. Okay. Ils savent très bien le faire. Ils sont devenus experts en saupoudrage. Lorsqu'il y a une situation réelle, ils n'apportent jamais. Oh, ils maîtrisent, ils savent ce qu'il faut faire. C'est pas qu'ils sont déjà très intelligents. Ils savent exactement ce qu'il faut faire, mais ils ne veulent jamais apporter la bonne solution. Parce que pour eux, tant que les Camerounais se divisent, ils ne sont pas préoccupés par leur maintien au pouvoir. Voilà un peu comment ils réfléchissent. Merci beaucoup. Voilà. Docteur François Désiré Mbesse, que doit en réalité faire le gouvernement de la République pour stopper la montée exponentielle des discours de haine et des replis identitaires? Parfait. Je vais le dire avec assez de gravité aujourd'hui pour dire que nous sommes en réalité face à l'opium de notre vie communautaire. Et il est important que nous y pensions réellement, parce que le fait de différer ces débats pourrait être fatal pour notre communauté, c'est-à-dire en tant qu'entité camerounaise que nous voulons construire. Je voudrais d'abord dire que si le diagnostic est mal fait, la thérapie ou la prophylaxie sera inappropriée et inefficace. Tout à fait. Et pour aller tuer un arbre, il faut atteindre sa racine la plus profonde. Si vous vous intéressez, comme disait Toussaint Louverture, en me tuant, vous n'avez fait que couper l'arbre qui porte les racines de la liberté du peuple noir. Il repoussera parce que ses racines sont profondes et nombreuses. Or, ça voulait dire que Toussaint Louverture tué n'était pas la révolution des Noirs tués. C'était juste une branche de cette révolution. Et des années après, le discours revient sur la table. Tout à fait. C'est aussi en parallélisme avec ce qui se passe dans le monde. En 90, on a dit que c'était le choc des civilisations et la fin du monde avec la chute du communisme. Mais ce que nous voyons aujourd'hui en Russie nous montre que on a tué peut-être le communisme, mais on n'a pas tué les communistes, puisque nous revoyons aujourd'hui ce qui se passe. Alors maintenant au Cameroun, oui. Il faut d'abord dire que nous sommes là dans ce que j'ai appelé les conséquences d'un mal congénital. Et quand je parle du mal congénital, c'est qu'il faut d'abord regarder l'Afrique en elle-même. Nous savons tous que la rencontre avec l'Occident s'est matérialisée par la balkanisation de l'Afrique. Et il faut donc revenir à l'histoire pour comprendre. Les territoires africains que nous appelons aujourd'hui les pays n'ont jamais été la volonté des Africains. Des gens se sont assis quelque part, on dit qu'ils se sont retrouvés pour reparler de la balkanisation de l'Afrique. Et nous savons tous dans nos cours d'histoire que nous récitions ça comme des perroquets. Tout à fait. La conférence de Berlin, où des gens au nom de je ne sais trop quoi ont décidé, ont trouvé des communautés qui vivaient et qui se baladaient librement, sans frontières, ont décidé que ici, ça devient le Tchad, là, ça devient le Cameroun, là, c'est le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, bien plus. Ce qui a
permis de diviser cette Afrique, ce qu'on a appelé la carte Mercatoré. C'était la logique du marché. Et donc, les matières premières, en fonction des intérêts de l'Occident. Ces pays qui étaient impérialistes et colonisateurs ont donc décidé arbitrairement de diviser un continent. Et à ce niveau, il n'y avait aucune rationalité si ce n'était l'objectif économique, la loi du marché et des matières premières. Et en plus, il était conçu constitutivement que le Cameroun, les pays africains devraient produire les matières premières, fournir les matières premières pour soutenir l'industrie européenne, et donc le capitalisme et l'impérialisme. Bon, nous partons de ce niveau et nous nous rendons compte que les noms qu'on va même donner aux communautés africaines ne vont pas vous démontrer qu'il y avait des humains là-dedans. On va parler du Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun peut faire ici? Le Cameroun, c'est Rio dos Camaros. Dit-on, quelqu'un était à Fernando-Po, il a vu les crevettes, il s'est baladé et est arrivé au pied d'un mont. Et il a dit qu'il a trouvé un endroit où il y a des crevettes. On a appelé ça le Cameroun. Il n'a pas dit j'ai vu un seul individu là-bas. Il a parlé des crevettes. Et nous avons allègrement porté ce nom jusqu'à ce jour. On s'appelle des Camerounais. En réalité, nous sommes des crevettes. Voilà ce qu'on a vu au Cameroun. Vous allez en Côte d'Ivoire, on vous parle de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas des hommes là. On parle de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on parle au Ghana, on dit Gold Coast, c'est de l'or. On ne voit pas des communautés. Donc, il y a des gens qui n'ont vu que les matières premières et n'ont pas vu les humains à ce niveau. Et nous héritons donc de cela et nous nous retrouvons dans les vents de décolonisation avec tout ce que cela comporte. Nous ne reviendrons pas sur cette histoire. Vous allez chuter. Mais je voudrais simplement dire par fait que lorsque nous nous retrouvons aujourd'hui, la haine, les replis identitaires sont la réverbération d'une mauvaise gestion du contentieux historique qui commence par la division, de l'Afrique, qui se suit par le vent de la décolonisation et les indépendances mal négociées, avec pour moteur l'instrumentalisation de l'homme par les autres hommes et la résurgence de ce qu'on a appelé une certaine élite fabriquée. Et cette élite fabriquée n'appartient à aucune communauté. Malheureusement, les quartiers généraux, avec la décentralisation qui est arrivée, on a décidé que tout individu qui voulait émerger devait avoir un quartier général chez lui. Et ce quartier général, c'est quoi? C'est l'ethnie, c'est le village. Quand vous arrivez, ce problème se pose même dans nos villages aujourd'hui avec la décentralisation. Allez voir les batailles qu'il y a pour être maire dans un village qui n'est pas forcément marqué par l'empreinte d'une communauté qui vient phagocyter l'autre. Vous vous rendrez compte que immédiatement on surgit les problèmes de groupement. Immédiatement les chefferies, et on va commencer à vous dire que votre mère, votre père même n'était pas d'ici, ne venait pas de là. En réalité, on est donc dans une instrumentalisation de ce que l'être a de plus bas, mais de plus honorable. Et le système politique, démocratique, électoraliste se nourrit de ce genre de situation. Il est donc important pour nous de nous mettre à la hauteur pour comprendre que il faut d'abord faire comprendre aux Africains leur histoire, faire comprendre l'histoire des institutions et nous préparer par le système éducatif à accepter nos différences tout en préservant ce que nous avons de plus cher aujourd'hui et qui est bâti, c'est-à-dire une communauté historique autour d'un pays qui lui-même devrait chérir son unité nationale et qui n'est pas un acquis et qui est abattu tous les jours, à chaque niveau, à chaque acte que nous posons. Je voudrais d'abord me limiter à ce niveau.
Merci, parfait. Merci beaucoup. Nous lisons rapidement que ces multiples préoccupations de la grande classe des téléspectateurs. Bonjour, parfait. Très bonne thématique. Si Monsieur Noir n'a rien à dire de sensé, qu'il se taise. Le MRC n'est-il pas le parti qui a surfé sur le discours haineux pour s'attirer la sympathie des électeurs? Que dit-il de son excroissance avec la basse et des interventions de ses militants sur la chaîne de télévision Bleu? C'est Laurent depuis Yaoundé qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, le Conseil national de... Oh là là, lui l'appelle au Conseil national de la condamnation est passé maître dans l'art de l'injustice des experts de la répression sélective. Le 2 poids 2 mesures. La répression et les sanctions n'ont jamais rien apporté de positif dans une société. Plus on condamne les voleurs, plus les voleurs se multiplient. Nous avons rarement vu le CNC dans des campagnes éducatives et sensibilisation. Il y a des sanctions subtiles qui peuvent être utiles. Malheureusement, c'est le drame dans notre pays. L'ordre de 82 est systématiquement répressif. Le CNC devrait stopper avec ses sanctions à tête chercheuse. C'est Prince Ibaka de Grand Souza qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour Perfecto, très belle émission comme d'habitude, parlant des discours de haine et replis identitaires. Je suis très d'accord avec Monsieur Noir. Ceux qui ont le pouvoir aiment quand on se déteste. En réalité, tous les Camerounais s'aiment, mais cet amour se manifeste beaucoup plus lorsqu'ils se rencontrent hors du pays, car ici, on fait tout pour nous faire croire que si un bêtis veut progresser, par exemple, il doit détester le Bamileke. C'est vraiment pathétique. C'est David depuis Mvorada qui envoie le message. Bonjour Perfecto, et je suis là au plus 375, C'est la Biélorussie. Voilà, la Biélorussie. Bonjour Perfecto, très bonne émission à vous et très belle émission comme d'habitude. Et je tiens également à saluer la très belle analyse de PBN, Pierre Blériot-Niemek, et en passant, très belle cravate Perfecto. C'est Kevin Fanga depuis la Biélorussie qui envoie le message. Ma cravate n'a rien à voir dans les discours haineux. Tu n'as pas acheté à Kigali. Peut-être à Kigali. Bonjour, discours de haine, repli identitaire, étiquetage ethnique. À qui la faute? La faute aux apparatchistes de l'ordre de 82 qui se nourrissent de cette métastase pour se pérenniser au pouvoir. À travers la politique du diviser pour mieux régner, c'est des pyromanes qui jouent aux pompiers, toujours en train d'aboyer à travers des lois amorphes et des morsures sélectives, mais refusent de mordre ceux qui disent que chacun rentre chez soi. Le discours xénophobe émane de la crise foncière, l'injustice, le chômage, la concentration des postes politico-administratifs entre les mains de certaines régions, la marginalisation de certaines régions, les disparités socio-économiques et infrastructurelles. Malheureusement, le gouvernement, je ne vais pas donner l'adjectif, il a qualifié le gouvernement là, cristallise toujours les mesures répressives sur les conséquences, en oubliant les causes intestinales qui sont systématiquement réelles. Merci. Autre message ce dimanche, nous prenons rapidement cette préoccupation. Bonjour parfait, et à tous vos panélistes. Parfait, ne faites pas comme si vous ignorez les idéologies du CNC. Ils jouent leur rôle. Depuis que vous êtes à la tête d'Info TV, vous êtes devenu très impartial et l'audience de votre chaîne a décuplé. Vous êtes à ce jour le meilleur. Ce sont vos panélistes qui tiennent des propos de tribalisme. Bon dimanche à vous. Hervé depuis Cotonou qui envoie le message. Autre message ce matin, trop de préoccupations de téléspectateurs. Ce récit est très édifiant. Comprendre la cause de la division des écans. Bon, je vais pas lire. Je vais pas lire de peur d'être taxé
de haine. On prend cette préoccupation. Bonjour, monsieur Parfait ici. Je vous souhaite beaucoup de courage à la suite de la sanction qui vous a été infligée par le CNC. Il faut reconnaître que certains panélistes ne facilitent pas la tâche. S'agissant du problème foncier, vous n'évoquez que le cas des nationaux qui acquièrent des terrains alors que des étrangers sont les plus grands acquéreurs, à commencer par les confessions religieuses, les Chinois et d'autres. Vos panélistes n'acceptent pas qu'ils peuvent se tromper. Je vous ai envoyé un droit de réponse que vous n'avez pas voulu lire. Amadou Bakari Dabo de Garoua. Amadou, je n'ai jamais vu votre droit de réponse. Je ne sais pas. Je ne sais même pas d'abord que nous avons un problème contre un certain Amadou Bakari Dabo à Garoua. Donc, essayez de mieux m'édifier et on verra ce qui a lieu de faire. Pour l'instant, c'est ce qu'il fallait dire globalement concernant la deuxième problématique inscrite à l'ordre du jour. Mais c'est dimanche. Oui, monsieur Noir, vous voulez réagir? Je vais réagir très rapidement. Je vais dire, il ne faut pas que certaines personnes qui n'ont pas seulement d'informations se mettent à propager des déclarations mensongères. Lorsque votre téléspectateur veut vouloir faire porter le chapeau des discours haineux au MSC. Non, nous, au MSC, nous sommes victimes de ces discours haineux-là. Je vous ai cité des exemples. À partir de 2017, lorsqu'on a compris que nous allons présenter un candidat et qui allait vraiment faire mal au régime, nous avons commencé à vivre, n'est-ce pas, le discours haineux. Donc, MSC, c'est une victime. C'est pas autre chose lorsque de ça. votre leader, par exemple, en un moment aussi sérieux de la nation, parle des boulous et les Bamileke, il s'agit de quel genre de discours? C'était un cri d'exaspération. Ah, d'accord. Pas un discours tribal? Non. Ah, d'accord. On va les catégoriser. C'était un discours d'exaspération. Il faisait penser au moment qu'il a vécu durant la campagne, où en Bamayo, on déchirait les affiches en disant non, c'est un Bamileke. Oui, ça c'est des choses qu'on a entendues et vues. Je vous ai donné ce que j'ai vécu chez moi. Donc, nous sommes des victimes au MSC. Nous ne sommes pas ceux qui ont exacerbé le tribalisme. Merci ça, c'est depuis 1990. Et je voulais vous dire, pour vous le rappeler, est-ce que vous saviez que lorsque nous avons voulu faire un meeting à Eboloba, on nous avait empêché à quelques kilomètres d'entrer avec nous demandant de rentrer chez nous, comme si Eboloba ne faisait pas partie du Cameroun. Est-ce que vous le saviez? Et ça, c'était les auteurs, c'était des gens, des membres du gouvernement que l'on connaît très bien. Et l'un d'eux d'ailleurs avait publiquement menacé la de militants en disant qu'il va le tuer. Et nous avons un enregistrement là-dessus. Vous êtes en train de sur la suite de ce programme. Non, il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi. C'est reparti pour un petit tour. Il s'agit d'ailleurs de la dernière ligne droite de ce programme Libre Expression. Et nous vous le disions en ouverture tout à l'heure. Il s'agit de ce que l'on a appelé au Cameroun l'affaire Jean-Pierre Amourou-Belinga, le patron du groupe L'Anecdote contre certains personnels des impôts au Cameroun. Eh bien, la justice camerounaise vient de rendre son verdict de manière très claire. Monsieur Jean-Pierre Amourou-Belinga vient d'avoir raison. Il faut également comprendre que ce personnel du fisc a été condamné à des mois avec sursis et devrait également payer 250 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Ce matin, nous essayons de comprendre cet autre rebondissement sur cette affaire, rappelez-vous, qui avait fait grand bruit au niveau justement du Cameroun. Je passe d'abord la parole à monsieur le maire, Sylvestre Nyek-Nyek. Sylvestre Nyek-Nyek, qu'est-ce qu'il faut dire? Tout est bien, qui finit bien. La décision est finalement tombée. Le Zomlo des Zomlo vient d'avoir raison. Parfois, ici, la décision est tombée. Elle est susceptible d'appel. Tout à fait. Et la ruse du juge consiste à prendre une décision en sachant d'avance qu'elle va être remise en cause. Et il a rendu justice. Mais vous êtes en train de faire des procès. Non, c'est pas c'est la réalité. Et si je vous décris la réalité. Il peut arriver qu'on ne fasse pas appel. Hein? Non, c'est pas possible. Je vais aller au fond. Ces gens des impôts ont été condamnés pour corruption, concussion et autre chose. C'est ce que j'entends. Corruption et concussion. Dans ces conditions-là, ouais, la peine ne me semble pas à la mesure de l'acte incriminé. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est trop grave. Écoutez-moi ce que je dis. Pourquoi on en prenne seulement pour des peines avec sursis?
et 250 millions de dommages et intérêts à payer. Alors les deux choses l'une. Où on a voulu régler un autre problème, et c'est également l'ordre de la justice, hein, c'est l'aménagement. C'est l'ordre de la justice, c'est-à-dire en réalité, lorsque, je vais faire le parallèle, hein, cette semaine on a condamné M. Sonko en Côte d'Ivoire, pas pour les motifs qui l'ont amené en justice. Ah ouais. Il a allé en justice pour viol et je crois quelque chose d'autre. Mais il était connu pour corruption de la jeunesse. Corruption de la jeunesse, ouais. Qui est un acte très globalisant. Notre Socrate. Vous comprenez parfois ici. Si les gens sont reconnus coupables de corruption, de concussion, la corruption étant un mal qui mine notre administration, on devrait frapper fort. Mais lorsqu'on ne trouve pas véritablement, on n'a pas pu constituer, c'est mon point de vue, véritablement l'infraction. On devient comme le conseil de discipline du collège de mon frère Yémen. Le lycée qu'on ne citera pas. On n'a pas voulu. En fait, on fait de la pédagogie. Même si vous n'êtes pas reconnu coupable de ce qu'on vous reproche, vous avez été léger dans votre travail. On vous sanctionne quand même. Parce que si véritablement on devait condamner la corruption dans le contexte actuel, je pense que ça aurait été très grave. Mais on a fait, et là je suis d'accord, une peine pédagogique, de manière que les uns et les autres, que la chèvre ne tue pas complètement les choux, mais que la chèvre se nourrisse des choux sans tuer les choux. Comment c'est une peine pédagogique? On vous parle quand même, pour être plus exact, Oui, hein, oui. la dame Emilienne Mvogo Oui. est co-accusée, nous l'avons déjà dit, ont été reconnus coupables de corruption active et concussion. C'est très grave encore. Et on vous fait comprendre qu'elle est condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Oui. Maintenant, les autres condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis de 3 ans. Ils sont condamnés à verser 250 millions de dommages et intérêts. Parfait ici. Non, vous permettez. Hein. Non, ils sont pas condamnés à verser 250 millions de dommages et intérêts. La somme totale à verser, c'est 250 millions. C'est ventilé comme suite. Voilà. Ils auraient perçu 65 millions en espèces. Ils remboursent les 65 millions. Les dommages et intérêts sont de 115 millions. Ils ont appelé ça préjudice moral. 115 millions. Les frais de justice sont de 5 millions. Et maintenant, ils ont 65 millions également à verser à titre de compensation. C'est ventilé. Et tu permets que je C'est tout cela qui fait 250 millions. tout cela. Et effectivement, le maire Niek a raison. Si ça devait toujours se passer comme ça, c'est-à-dire je vole 65 millions à Parfait ici, et je dois lui rembourser les 65 millions, et puis le préjudice moral que je lui ai causé, c'est 115 millions, il serait bien de voler 65 millions. Parce que pendant un certain temps, ça peut produire suffisamment. Aucune peine privative de liberté n'a été prononcée. Oui. N'a été même reprise. C'est ce qu'il faut noter. C'est-à-dire les gens sont reconnus coupables De corruption et de concussion. Corruption active. Active et de concussion et aucune peine privative de liberté. Je crois que je m'aligne sur la pensée de Niek en disant que on a voulu ménager la chèvre et le chou. Nous sommes au Cameroun. Voyons où les choses vont. Merci beaucoup. Donc j'ai fini, hein, pendant Oui, finissons, monsieur le maire. On a plus suffisamment de temps pour faire un effort et être précis et concis. J'étais disant que des deux choses l'une, où c'est comme au Sénégal, où on n'a pas pu véritablement construire les fractions, où l'infraction est constituée, mais on fait l'aménagement humain, de manière que le fisc et le groupe auquel appartient, ou le groupe qu'il dirige, continue à coopérer pour le bien-être de ce personnel. C'est mon souhait. Justin Noir, je l'ai dit, je le réitère, et ce n'est pas un secret, l'affaire avait fait grand bruit. On sait d'ailleurs que Dame Emilienne Mvogo avait été interpellée, puis incarcérée, par la suite relaxée. L'affaire, justement, a été pendante en justice. On vient de rendre le verdict. Nous avons vu des gens qui ont traîné M. Amouroubelinga dans la boue. Qu'est-ce qu'on doit reconnaître en ce moment? La justice vient justement de dire le droit, de souvent éviter d'aller vite en besogne, c'est ça?
Écoutez, Enfin, je dis en quelques secondes. Oui. Ça n'a rien à voir avec le redressement fiscal. Hein. Je ne parle pas de, redressement fiscal. On a la corruption. Nous parlons d'abord de ce premier problème qui a été porté devant les tribunaux. Tout à fait. Allons-y, justement. Oui, je souris parce que c'est peut-être au cas ce qui se passe. Vous saviez, nous, MS, nous avons toujours dit, et aujourd'hui, les Camerounais s'en rendent compte que la justice dans notre pays, elle n'est pas indépendante, elle est une justice aux mains de l'exécutif qui lui donne entièrement les autres. C'est l'exécutif qui a demandé qu'on condamne le personnel du fisc. C'est pas forcément ce que j'ai dit. Mais laissez-moi continuer. Parce que il y a pas mal d'événements récents qui se sont produits et qui ont démontré pratiquement la soumission du judiciaire à l'exécutif. À tel point que même pour des affaires privées, on a vu le bras de l'exécutif. Pour le cas d'espèce, certains penseraient à une sorte de revanche. Mais si on fait une autre lecture, on pourrait croire que la justice a été quelque peu compromise. À quel niveau? Parce que tout le monde connaît les amitiés de celui qui a porté plainte dans le cas d'espèces. Vous parlez de quelles amitiés? Il est l'ami du juge? Donc, si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre plus tard. Les téléspectateurs veulent comprendre. Ils ont compris ce que j'ai dit. Ils ont a porté plainte devant la justice de son pays et pour l'instant, il a eu gain de cause. Vous parlez de quelles amitiés? Vous saviez, les Camerounais ne sont pas cons. Quand je parle comme ça, ils comprennent exactement. Sauf qu'en télévision, nous ne sommes pas dans un gros cinéma où on vient faire des devinettes. Il n'y a pas de cinéma là-dedans. Nous ne faisons pas de devinettes, monsieur Noir. Il n'y a pas de cinéma. Donc je dis, comme disait mon frère Niek, ce n'est que en instance, il y aura certainement appel et peut-être la cour d'appel dira le droit à ce moment-là. Parce que si on s'en tient... Pourquoi vous dites en ce moment-là? Le droit n'a pas d'abord été dit. Je n'en ai pas l'intime conviction. Vous êtes juge, vous êtes magistrat, vous étiez avocat. Il faut être avocat, juge pour pouvoir savoir est également au courant qu'on peut justement faire appel et au niveau justement de la cour d'appel, on confirme la décision. On peut confirmer. Tellement on peut me l'alourdir. Tout cela est possible. Ah d'accord. Mais on peut aller plus haut aussi. Bien sûr. C'est tant que... même à ce niveau-là, la justice est libre. Merci beaucoup. Que docteur François Désiré Mbesse, le verdict a donc été rendu. Cela m'amène quand même à vous poser une question. Hein. Lorsque vous voyez ces sanctions qui ont été donc infligées à certains personnels du fisc, est-ce que cela ne nous amène pas à nous poser comme la question de savoir comment certains personnels des impôts au Cameroun travaillent? Ces personnes travaillent-elles véritablement en respectant encore la norme? Parfait, merci. Je voudrais d'abord dire que il y a deux observations générales qui peuvent être faites. Lesquelles? Sur ce procès-là. D'abord, nous sommes dans le jeu du droit. Donc, le droit est un jeu avec des procédures, avec des étapes. Et toute procédure commence donc par une plainte et se boucle par une grosse. Tant que nous ne sommes pas encore à la grosse, rien n'est fermé. C'est le premier élément. Donc, ce sont ce qu'on appelle le domaine de définition dans un procès en droit. Donc, nous sommes encore. Ça, c'est le cartésien qui parle. Nous sommes encore dans la procédure. Donc, voilà la première chose. La deuxième, c'est que au vu de la nature et de l'identité de celui qui a gain de cause pour l'instant, nous avons là la preuve que le Cameroun fait quand même quelques projets, je veux dire progrès. Voilà quelqu'un qui est
sous le poids des décisions de justice, qui gagnent quand même des procès également. Ça veut dire quand même que le fait d'être en prison, en détention préventive ne vous déchoue pas de vos droits. Et donc, c'est également la preuve que ça va quand même bien. Sur ce point de vue, la justice continue son travail et c'est bien. Bon, donc vous n'êtes pas d'accord avec M. Noir qui est verni en noir, la justice. Aspect positif. Troisième élément, et là, je vais quand même m'interroger, c'est le fait que les motifs, quand on vous parle de concussion... Corruption aggravée et concussion. La petite bêtise que j'apprends à l'école voudrait quand même qu'on me dise que quand il y a corruption, il y a un corrupteur et un corrompu. Bon, maintenant, il faudrait qu'on me démontre donc quelle est la responsabilité du corrupteur et quelle est la responsabilité du corrompu en rapport avec celui qui a donc gain de cause dans une affaire où il est lui-même plaignant. Et donc, il faut donc également se poser ces questions. Et c'est à ce niveau que j'ai corrompu les gens. Alors, donc, et parlant de la privation de liberté, nous avons appris là qu'il n'y avait pas eu privation de liberté. Je veux dire que c'est aussi en cohérence avec l'orientation du nouveau code de procédure pénale. Depuis 2008, que je croyais que le militant du MRC allait au moins avoir l'occasion de faire une fleur à son leader qui avait été dans la machine de fabrication de ce nouveau code de procédure. Au moins pour montrer que à ce niveau, le tout pénitencier a été l'un des aspects qu'il fallait lever du point de vue de peines alternatives. Donc, il y a des peines alternatives. Il est donc important de savoir que vous pouvez être jugé coupable et ne pas faire la prison parce que non, mais ça, c'est pas les peines alternatives. Autrement. Ce qui dit là, ce n'est pas les peines alternatives. J'en viens. Je veux donc dire que si on a déjà, puisqu'on se plaint du fait que la liberté n'ait pas été mise en cause. Il est bien démontré sans se plaindre. Donc là, au moins, ce sont des aspects sur lesquels nous pouvons faire une fleur également au système judiciaire camerounais. Non, mais je voudrais quand même dire que quand on parle de corruption, de faits de corruption, on parle d'un corrupteur et d'un corrompu, pas seulement du corrompu. Pierre Blériot, c'est quand même important de mentionner que une condamnation par sursis n'est pas une peine alternative, dans le sens, n'est-ce pas, du code de procédure pénale. Et vous savez qu'on a prévu même dans le cadre du code pénal, je vais dire dans le code pénal, des textes particuliers qui vont organiser les peines alternatives. Ce n'est pas encore fait. Donc, il n'y a pas encore la mise en place de Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niémec, lecture générale de cette décision de justice. Doit-on dire, comme certains le relevaient tout à l'heure, que le fait d'être privé de liberté, être détenu, être donc en détention préventive ne fait pas de vous celui-là qui n'a plus tous ses droits. La justice camerounaise vient d'apporter la preuve. Non, mais déjà, il faut encore dire que le procès qui voit son terme aujourd'hui est antérieur à la privation de liberté Tout à fait. Du plaignant, qui dans un autre procès est présenté comme mise en cause. Moi, je ne vais pas faire dans les lectures juridiques, beaucoup de juristes sont ici. Je vais essayer d'observer simplement l'orientation que prend le vent. Si nous entrons dans votre code pénal, vous verrez que quand vous êtes épinglé pour corruption et concussion, vous faites la prison. Ah bon? Oui, c'est clair. Une fois que vous poursuivez Parfait ici, pour une question pour laquelle Parfait ici devrait faire de la prison et qu'il n'en fait pas, vous devez commencer à voir l'orientation du vent. Moi, le tout judiciaire, le tout tribunal, je n'aime pas. J'ai souvent dit aux gens, on peut être puissant et faire l'économie de certains combats. On peut être puissant et faire l'économie de certains combats. Cela vous évite de vous éparpiller, de vous épancher inutilement. Vous pouvez être puissant et faire l'économie de certains combats.
Moi, c'est à titre de... Est-ce que mon conseil vaut la peine? Mais s'il valait la peine, que les gens l'écoutent. On peut être puissant et faire l'économie de certains combats. Et même Mais lorsqu'on est puissant, on démontre qu'on est puissant. Non, Et lorsqu'on est puissant, est-ce que cela signifie que lorsqu'on est puissant, on devrait également accepter d'être piétiné? Non, on ne piétine pas les puissants. C'est pour cela que moi, comme enseignant, je refuse qu'on dise qu'un enseignant a été harcelé par une élève. Parce que c'est celui qui est en position de force qui peut harceler les autres. Les puissants ne sont pas piétinés. Dans le film que nous avons vu, nous voyons bien que Dame Vogo et compagnie ont été invités à venir prendre de l'argent. C'est-à-dire, ils ont été piégés dans ces conditions-là. Il est clair que c'est des agents des impôts qui sont indélicats. Mais on voit bien qu'il y a eu une organisation. Et dans le... Est-ce qu'il ne faut donc pas voir également en cet acte-là, je ne sais pas si le mot est bien placé, un piège, c'est-à-dire on ne voulait pas corrompre, mais on voulait avoir la preuve de ce que ces éléments du fisc veulent justement. Si on a réfléchi ainsi, oui, ça s'appelle de la corruption passive. C'est-à-dire celui qui a ourdi un tel plan est en minima corrupteur passif. C'est-à-dire que pour que Parfait ici me tende un piège dans son bureau et me fasse filmer, il faut qu'il en ait une autorisation express de la justice. Sinon, l'acte que Parfait ici pose est délictuel en lui-même. Il est délictuel en lui-même. Est-ce que vous saisissez cela? Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin sur les 3 sujets qui étaient mis en examen dans le cadre justement de votre programme Libre Expression. Il ne me reste qu'à remercier ceux-là qui continuent malgré tout à nous faire confiance. Le maire Nyek Nyek, homme politique UPC qui était là ce matin. Merci à Pierre Blériot-Niamek, consultant sur Info TV. Merci au docteur François-Désiré Mbesse. Il est internationaliste. Merci également à Justin Noir, homme politique SGA du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je demande aux Camerounais qui ont déjà plus de 20 ans d'aller massivement s'inscrire sur les électorales. C'est très important. Et il faut qu'ils sachent que même si vous perdez votre carte d'électeur et que vous savez au moins quel est votre bureau de vote, vous pouvez voter le jour dit en présentant votre carte nationale d'identité. Merci beaucoup. C'est important qu'ils le fassent. C'est un devoir citoyen. C'est compris. La première rediffusion de ce programme, c'est cet après-midi à partir de 17h. La deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir de 21h, tout en attendant être notifié. Je vous donne rendez-vous pour mes prochaines émissions, mais en vous posant néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?